Bonjour à tous. Donc, bienvenue à la table ronde sur le changement d'échelle des SIC. Donc, je suis Aurélien Denas, le délégué des SIC à la CGScope. Je voulais juste vous parler rapidement de l'organisation de la journée. En fait, ce matin, on était en interne avec nos administrateurs et permanents pour discuter de la feuille de route de l'innovation sociale et des SIC au sein du mouvement des SCOP. Cet après-midi, nous étions avec des réseaux, la plupart sont encore présents, pour échanger sur les enjeux de travail communs par rapport à des filières qui se posent des questions d'entrée dans la mouvance coopérative. Ce soir, donc, la table ronde sur le changement d'échelle qui sera animée donc par Barbara Blin-Barrois, ici présente, une des premières fondatrices de SIC en France, et qui donc animera cette table ronde. Et donc, on peut commencer en laissant la parole à donc, Jacques Landriot, le président donc, de la CGScope. Merci bien, Aurélien. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est assez agréable, bien que nous ayons du monde à droite, à gauche, au milieu. C'est toujours assez difficile pour regarder tout le monde en même temps, mais c'est sympathique de vous voir tous réunis. Vous savez qu'on avait déjà fait une réunion sur les SIC il y a 2 ans, à l'Agora des SIC. D'ailleurs, je crois que c'était à l'Assemblée nationale. Donc, on fait l'Assemblée nationale, mais en temps le CESE. Vraiment, nous sommes des lieux très symboliques où il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est bien. Merci à nos invités aussi, à Tania qui va nous présenter pas mal de choses de la VISE sur, bien sûr, le changement d'échelle des SIC. Alors, changement d'échelle, développement, je ne sais pas trop. Il y aura une discussion, bien sûr, là-dessus, c'est toujours intéressant. Bon, je remercie aussi le CESE, je ne sais pas qui s'en est occupé, mais je crois que c'est Patricia, je pense, de nous recevoir dans un CESE qui est en train de bouger très fermement, puisque vous avez vu que le gouvernement va diminuer de moitié le CESE et qui va plus s'appeler le Conseil économique et social environnemental, mais certainement style chambre civile de... Non, ouais, chambre, ouais, enfin bon. De la société civile peut-être, voilà, un truc un peu différent. Donc tout ça on attend, on voit, mais bon, c'est un lieu quand même extrêmement intéressant où il y a beaucoup de discussions et de gens de la société civile qui peuvent... évidemment, nous éclairer sur tous les enjeux de la société aujourd'hui. Donc, c'est intéressant parce qu'on a des enjeux aussi assez forts. Alors, bon, cette table ronde, que nous allons avoir tout à l'heure, elle clôture, bien sûr, une journée riche, tu l'as dit, Aurélien, où on a discuté donc avec les réseaux. Nous avons pu voir un peu une journée tournée vers le développement de voir un petit peu comment tout ça s'organise, en sachant que les SIC, bien évidemment, sont excessivement ancrés sur les territoires, et ça nous intéresse beaucoup. D'ailleurs, comme nos scopes, c'est pareil. Et nous sommes là pour mieux partager le plan de développement et nos ambitions et la dynamique des territoires que nous représentons. Alors, moi, j'avoue franchement qu'en tant que président de la Confédération, je suis hyper content de voir la dynamique des SIC. Parce que, alors bon, tout à l'heure, je pensais dire plus de 800 SIC. Bon, vous m'avez donné tout à l'heure 700... je ne sais plus combien, 29, un truc comme ça. Donc, maintenant, je dis près de 800 SIC. Je pense que c'est sous-estimé un peu. On les connaît pas toutes. Et ça, c'est un petit sujet, d'ailleurs, un peu difficile, parce que nous, on en connaît certaines, bien sûr, celles qui sont adhérents à la Confédération. Mais il y en a beaucoup qui sont pas encore, qui vont le devenir, mais entre-temps, voilà, il y a tout un tas de SIC que nous ne connaissons pas forcément et qui sont dans les territoires, donc ça va être intéressant de pouvoir, et qui font des choses assez remarquables, donc ça va être intéressant de pouvoir un peu en discuter avec eux. Vous savez que pour nous, aujourd'hui, les SIC sont un élément essentiel de notre plan de développement, dont je vais parler. D'ailleurs, au dernier congrès de Strasbourg, donc qui était en octobre 2016, nous avons mis au point, j'en profite pour vous parler un peu de la Confédération, on a mis au point un plan de développement qui s'est appelé CAP 70 000. Le CAP 70 000, pourquoi ? C'est parce que nous étions en octobre 2016 à Strasbourg au congrès, à peu près 53 000 emplois coopératifs dans la Confédération. Donc j'ai parlé vraiment en emploi coopératif et non pas en nombre de SCOP ou de SIC, parce que ça n'a pas tellement de sens. Excusez-moi l'expression, mais que vous soyez en SCOP ou en SIC, l'important c'est que le mouvement se développe. C'est ça qui est le plus important. Donc au contraire, moi je suis... si les SIC se développent plus que les SCOP, c'est bien aussi. Peu importe. L'important, c'est d'avoir véritablement un plan de développement qui développe les emplois coopératifs. Donc on veut passer de 53 000 à 70 000. Bon, j'avoue que c'est pas une mince affaire. Alors, trois points importants.
On veut continuer, bien sûr, vous savez, toutes les créations ex nihilo qu'il y a en France, qui représentent quand même au moins, aujourd'hui un peu moins qu'avant, mais au moins 55% de nos créations de scope. On veut bien évidemment continuer à faire les transmissions reprises. Transmissions reprises qui, à mon avis, en ce moment, sont en train de faire un petit malheur, parce que c'est vrai que vous le savez, il y a énormément d'entreprises à l'heure actuelle dont les dirigeants arrivent à un âge certain et qui veulent bien sûr vendre leur entreprise, et ils ne savent pas où. Il y en a énormément, c'est un nombre assez considérable, et considérable en emploi aussi. On parle de à peu près 60 000 entreprises par an, c'est relativement important. Vous voyez le nombre d'emplois, bon, c'est des petites, on est bien d'accord. Mais quand même, même si c'est 10, 15, 20 ou 40 emplois, c'est très intéressant pour le mouvement, en sachant que le mouvement est quand même un mouvement de petite scope et SIC. Donc c'est intéressant de voir les transmissions reprises, parce que je pense que là-dessus, dire à un cédant, voilà, vos salariés peuvent reprendre l'entreprise, ça a du sens. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu ce que souhaitent certaines personnes dans leur vie professionnelle. Et bien sûr, le mouvement est là pour les aider à passer ce cap toujours un peu difficile, parce que quand on a dit on le cède à ses salariés, il faut d'abord trouver les personnes qui veulent bien accepter de reprendre, que les salariés soient tous ensemble. Il faut un leader, il faut bien sûr que la société soit en bonne forme aussi, et avec un bon marché. Donc on a développé la transmission reprise. D'ailleurs, vous allez voir, on a fait quand même beaucoup de spots radio là-dessus, et si vous transmettez votre entreprise à vos salariés, donc c'est quand même, on a fait beaucoup sur France Inter, France Info, ça a très bien marché, on a eu vraiment énormément de gens qui nous ont appelés, alors pas forcément pour tout de suite dire je le fais, mais qui se sont intéressés à notre mouvement, et je crois que c'est quand même pas inintéressant. Alors aussi, troisième point essentiel de notre plan de développement, c'était le développement des scopes et SIC existantes. Parce qu'on s'est dit, on a un vivier absolument extraordinaire dans notre mouvement, qu'on n'exploite peut-être pas forcément à fond, en se disant, il y a une possibilité que des entreprises, scope, SIC, puissent un jour dire, voilà, il faut que je fasse un peu de croissance, interne, externe, peu importe. C'est peut-être plus de l'externe que de l'interne, mais enfin, pourquoi pas de l'interne aussi, ça a du sens aussi. Alors bien sûr, quand on dit ça, ça paraît facile pour nos unions régionales, je me mets à leur place, et d'abord, il faut bien connaître un peu les scopes aussi qui sont capables de faire de la croissance. Et puis, bien évidemment, il faut d'abord trouver les dirigeants qui l'acceptent. Donc, il faut aussi former peut-être aux dirigeants à ça. Et puis, surtout, il faut en interne convaincre les salariés sociétaires de bien vouloir faire de la croissance. Parce que c'est pas si évident que ça. C'est complexe. Souvent, ils disent, mais vous te rends compte, si tu veux faire de la croissance, tu vas... Oui, mais on prend des risques. C'est pareil dans les SIC, c'est pareil, partout. On prend des risques. Puis peut-être aussi que, les résultats qu'on a, ma participation que j'ai, tout ça, elle va peut-être baisser, etc. Bon, c'est des sujets... Enfin, moi, qui ai dirigé un groupe important, je peux vous dire que c'est des sujets quand même que les gens regardent. Et que c'est pas si simple de dire aux gens, vous faites de la croissance. C'est pareil, sur le papier comme ça, oui, mais il faut aller les convaincre. Donc je pense aussi une formation en interne à nos salariés sociétaires serait quand même la bienvenue. On a un point aussi intéressant, et là il n'y a pas d'opposition entre nous, mais c'est comme ça, on fait beaucoup aujourd'hui de transformation d'associations en SIC ou scope. Dans des domaines particuliers, tous les domaines ne sont pas bons, mais certains, quand même, transformations sont intéressantes aujourd'hui. Notamment, on en a fait pas mal dans l'insertion, où je crois que ça peut être intéressant. On peut le faire dans beaucoup d'autres domaines. Je ne dévoile pas tout, mais on est quand même sur des affaires assez importantes, dans les 300-400 salariés, dans beaucoup de régions, et dans des régions, toutes les régions de France. Donc, il y a des choses intéressantes à faire. Et là, on n'est pas en opposition avec les associations. C'est simplement que ça correspond mieux à ce que peuvent souhaiter une association aujourd'hui, qui se heurte bien évidemment à d'autres associations ou à qui veulent d'ailleurs les manger. Mais ça, c'est un autre sujet, il faut se défendre. Et surtout aussi un problème de bénévolat. Vous savez que dans la France, il y a quand même un problème dans les associations de bénévolat. Peut-être pas sur l'Île-de-France, on parle nous, Île-de-France, évidemment, il y a beaucoup d'autres, mais vous allez dans certains... je ne vais pas citer, parce qu'après on va me dire, tu dis, mettons l'Ariège pour simplifier, parce que comme ça, j'aurais dit la Creuse, on m'aurait accusé. Je dis l'Ariège, vous avez du mal à trouver des bénévoles pour s'occuper d'associations.
notamment dans l'insertion et autres, et c'est un vrai souci pour eux. Donc ils veulent donner, en plus, le modèle économique est quand même difficile, les subventions ont baissé, etc. Donc il faut aller chercher autre chose. Donc là, il y a des choses, je crois, intéressantes, évidemment. Alors, j'ai vu tout à l'heure, là, c'était hyper intéressant ce que nous avons fait là, à 14h. Là, j'ai appris beaucoup de choses. Comme quoi, quand on est président d'un mouvement, on ne sait pas tout. Hein. Mais bon, j'avais une déléguée qui savait tout, mais moi, je ne savais pas tout. Non, mais j'ai vu des choses, notamment quand vous avez parlé sur le sport, les maisons sport santé, les centres de santé qui peuvent être créés en SIC aujourd'hui. C'est quand même sacrément intéressant. On a une démonstration de quelqu'un qui est en train d'en monter une. Moi, ça m'a impressionné. C'est difficile, hein, bien sûr, mais c'est quand même sacrément intéressant. Et notamment avec tout le mouvement sportif, hein, sur les équipements sportifs, etc. Alors, on nous a parlé même de clubs de football qui voulaient se transformer en SIC, hein, comme le club de Bastia. Bon, le pauvre, il était là-bas, c'était un peu particulier en Corse, mais ça n'empêche quand même que ça ouvre, il n'y a pas que lui, ça ouvre des champs quand même d'investigation extrêmement intéressants dans le milieu du sport pour créer des SIC, et moi j'en suis vraiment très content. Alors bien sûr, vous connaissez, vous avez l'environnement, l'économie circulaire, on en parle beaucoup, les SIC sont vraiment en pointe dans ce domaine, et je crois qu'on peut faire aussi là-dedans énormément de choses. Et bien évidemment, mais j'en parlerai tout à l'heure avec ce qu'on va créer prochainement pour aider, c'est bien sûr le numérique également. Hein, ça, il faut le mettre. Bon, l'enjeu, pour moi, c'est de montrer, bien évidemment, la modernité un peu de ce statut SIC qui est, je crois, a mis beaucoup de temps, si on réfléchit depuis le temps qu'il est créé. On a mis beaucoup de temps à faire en sorte que les SIC se développent énormément, hein, parce qu'on est resté pendant des années, on n'en faisait quasiment pas, et d'un seul coup, ça s'est accéléré, puisque je crois qu'on en fait, je ne sais pas si tu me contrediras, Aurélien, mais une centaine par an, hein, à peu près. Hein, c'est énorme, alors qu'on en faisait, à une époque, je me souviens, une dizaine, à peine. Donc il y a une accélération dans les 3 dernières années qui est assez colossale, et je pense que c'est très intéressant. Alors, pour un plan de développement comme celui qu'on veut faire au niveau des SCOP et des SIC, on a évidemment mis des moyens au niveau de notre confédération, de notre mouvement, des moyens très très importants. Et je crois que c'est la première fois pour stimuler, aider nos unions régionales, bien sûr, à faire en sorte de pouvoir développer. Et on a mis des moyens financiers dans le développement extrêmement importants. Je crois que c'est la première fois qu'on a fait ça. Et je pense que ça, c'est bien pour le mouvement et pour les SCOP et les SIC. Alors, aussi un petit mot quand même peut-être sur comment le mouvement est doté d'outils financiers, parce que ça peut intéresser quand même les SIC, etc. On a quand même, dans notre mouvement, des outils financiers qui sont absolument uniques. Moi, je ne connais pas dans d'autres mouvements, hein, d'entreprises ou autres, il n'y en connaît pas. On a d'abord Socoden, qui est un fonds d'aide, hein, et qui intervient sous forme de prêt. Hein, quand même, à des prêts allant, ça peut aller de 10 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros à peut-être 100 000 euros, et un peu plus s'il est nécessaire, ce qui est quand même pas si mal. On a un outil financier qui s'appelle Scope Invest, qui s'occupe sur les titres participatifs, hein, et qui marche en ce moment très très bien. On a Sophiscope aussi, qui est un outil pour la garantie. Hein, ça aussi c'est intéressant, et qui marche effectivement bien. C'est utile quand même pour notamment certains banquiers, parce que les banquiers ils aiment bien avoir des garanties, de la garantie, hein, parce que sinon c'est difficile, donc ça nous permet de pouvoir aider certains dossiers qui n'arrivent pas, ou qui ont des difficultés à sortir. On a aussi, je crois que j'ai vu tout à l'heure, Pascal, je ne sais pas s'il est encore là, mais Trido, j'ai vu qu'on avait un pacte coopératif aussi, qui est un fonds d'investissement pour l'économie sociale, un pacte doté de 80 millions d'euros, et qui est un fonds, alors, vous m'excusez pour les toutes petites en scope ou SIC, mais c'est un fonds qui intervient à partir d'1 million d'euros. Donc c'est vrai que, mais attendez, quand on veut faire du développement ou de la croissance externe, 1 million d'euros, vous arrivez vite. Hein. Quand vous voulez faire un peu de croissance externe, ça s'achète pas une bouchée de pain. Hein. Si l'entreprise, bien sûr, marche bien, si elle ne marche pas, vous pouvez l'acheter pas cher. Mais vous avez plus de difficultés derrière. Mais donc, un pacte coopératif, c'est pas négligeable. Vous avez déjà des scopes qui l'ont utilisé, hein, et pas que des grosses. Il y a une grosse et une moyenne. Donc, pour son développement, et notamment pour faire de la croissance externe. Donc, n'oubliez pas, un pacte coopératif, c'est quand même pas inintéressant, dans lequel, d'ailleurs, le mouvement a mis de l'argent, bien évidemment. Et alors là, on est en train de lancer un fonds d'investissement intéressant, notamment pour les start-up numériques, qui s'appelle CopVenture, qui va être exclusivement mis sur les start-up qui veulent se lancer en SCOP ou en SIC.
Alors c'est hyper intéressant parce que le fonds a deux particularités. D'abord, c'est un fonds evergreen, c'est-à-dire que les gens qui ont emprunté dans notre fonds, au mieux de nous rembourser, vont remettre dans le fonds 2,5 fois la somme qu'ils ont empruntée. Et puis, ce qui va être très très intéressant, c'est que on va l'accompagner. On va accompagner ces startups de manière à ce que ce soit évidemment leur développement soit beaucoup plus facile. Parce qu'on s'aperçoit que quand vous accompagnez des startups qui se lancent, en plus du prêt que vous leur faites, parce que si vous leur donnez de l'argent, ok, ils peuvent se débrouiller, mais eux, ils ont dans la tête plutôt leur start-up plutôt que le financier. Et si vous les accompagnez, notamment dans les premières années, vous avez 2 fois plus de réussite que si vous ne l'accompagnez pas. Donc on aura derrière un accélérateur accompagnant et qui va nous aider à ce fonds. Alors ce fonds, aujourd'hui, on le dote de 10 millions d'euros. Alors vous me dites, on veut le monter à 16 millions. On a déjà trouvé 10 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal. Alors qui va être géré par notre mouvement, par la Confédération. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est pas entre les mains d'une banque ou autre, c'est nous qui allons le gérer. Donc c'est bien parce qu'on sait qu'on est sûr que ça ira bien dans les scopes et les SIC. Je dis pas qu'un... alors bon, je vous le dis là, on est entre nous. Bien sûr, quand on a des fonds comme ça et que vous avez Caisse des dépôts qui vous prête un petit peu, vous pouvez pas. Ça peut aller dans d'autres endroits de l'économie sociale, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus pour les scopes et les SIC, parce que je pense que ça peut les aider énormément. Et puis il y a énormément de start-up aujourd'hui qui se créent en France, qui veulent se créer en scope, mais qui ne trouvaient pas forcément les financements. Et puis ils se disaient comment je fais, est-ce que je peux être accompagné, et tout ça, on n'était pas forcément prêt au niveau. Alors, intéressant aussi, c'est que le fonds, les investisseurs qui sont dans ce fonds, bon, on a la Caisse des dépôts bien sûr, on a le Crédit coopératif, on a la CGSCOP quand même, qui met pas loin de 3 millions d'euros, ce qui est quand même pas une somme négligeable pour nous, et on a des SCOP qui ont accepté de venir aussi, comme Up. Vous notez que je suis un peu intervenu, évidemment, pour Up, mais qui met, par exemple, 1 million d'euros. Vous avez la Scope Alma. Et puis, hier, on était en train de discuter avec Patricia. On a fait une très bonne journée, Patricia, parce qu'on a eu 2 Scopes qui nous ont donné 500 000 euros chacune. Donc, on a récolté 1 million. Donc, on est ravis. En une journée, c'était une très, très bonne journée, très agréable. Donc, il faut en refaire comme ça, parce que moi, je trouve que c'était très bien. Donc, voilà, retenez bien ça, un peu de tous nos outils, parce que c'est utile pour vous, dans le changement d'échelle, dans ce développement, de dire, n'oubliez pas que le mouvement est là pour vous aider, vous accompagner. N'oubliez pas les unions régionales qui sont extrêmement bien dotées de délégués, extrêmement compétents et qui vont vous aider, bien évidemment, pour faire soit de la croissance, soit le développement, soit la transmission. On a vraiment un réseau quand même d'à peu près 180 personnes dans l'ensemble de la France, dans nos unions régionales, ce qui est quand même assez important. Et je pense qu'on peut largement vous aider là-dessus. Voilà. Alors, j'espère bien que tous ces moyens vont contribuer, bien sûr, à faire ce cap 70 000. Alors, les premiers résultats que j'ai sont assez encourageants. Je dirais même plutôt encourageants. Ça a l'air de bien démarrer et je pense que notre mouvement est en train de s'orienter vers un développement assez conséquent, aussi bien sur les scopes que les SIC, et moi j'en suis extrêmement content. C'est pour ça que je compte sur vous, sur les SIC, pour nous aider, bien sûr, à nous développer, et bien entendu, on vous apportera toute l'aide nécessaire, y compris, parce que j'ai entendu tout à l'heure beaucoup qui parlaient des statuts. Donc notre service juridique est là, n'oubliez pas, on l'a en plus mis un petit peu plus de monde, ce qui va permettre de pouvoir mieux répondre peut-être à vos attentes. Voilà. Alors après, je voudrais simplement dire 2-3 mots, parce que je ne veux pas faire une introduction trop longue, sinon ça y est, la table ronde, mais moi, il faut m'arrêter, parce que sinon je vais vous raconter ça rapidement. Mais je voulais vous dire 2-3 choses sur lesquelles nous sommes, bien évidemment. Vous le savez que ça bouge beaucoup, on a le rapport Nota-Sénat, quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de rapports. Le gouvernement est en train de bouger beaucoup de choses, le problème c'est qu'il faut qu'on suive. C'est-à-dire que ça va tellement vite que, il faut suivre, 2, il faut répondre très vite, et 3, même si vous n'avez pas eu le temps de répondre, ça avance quand même. Donc c'est des fois un petit peu gênant, il faut quand même que toutes les familles puissent se dire ce qu'ils pensent quand même un peu de ce qui se passe. Donc vous avez le rapport Nota-Sénat avec les entreprises à mission, c'est la grande nouveauté, auquel d'ailleurs, où l'on doit inscrire la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être de l'entreprise. Sur le fond, moi ça ne me dérange pas. Et les scopes et les SIC sont tout à fait à même de pouvoir le faire. Donc aucun problème pour nous.
On s'est fait, au début, on s'est un peu affolé, on s'est dit, mais on a vérifié, parce qu'avec Patricia, et puis Charles-Henri qui s'occupe du lobby à la Confédération, on s'est dit, on ne sait jamais, il faut quand même vérifier tout ça. Mais a priori, bien évidemment, les SCOP et les SIC pourront le devenir, entreprise à mission, si vous le souhaitez, ça ne change pas le fond, simplement que nous, je pense que la raison d'être, on en a, donc ça peut être intéressant pour nous de pouvoir le devenir. Alors, ils ont beaucoup insisté aussi, rapport de Tassénard, sur la RSE. Moi, je pense qu'il va falloir... Alors, est-ce qu'on peut faire un label RSE pour nous? Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire. Enfin, qu'on ne s'est peut-être pas exprimé assez là-dessus. Quand vous pensez qu'on a quand même des grands groupes du CAC 40 qui disent qu'à la limite, on est meilleur que nous dans certains domaines, quoi. Ça m'a un peu énervé. Je me dis quand même que les SCOP et les SIC, on a des choses à dire, des choses à montrer, et que peut-être on ne les a pas assez montrées. Hein, dans la gouvernance, dans tout un tas de choses. Enfin, c'est dans l'environnement, dans le social. Enfin, bon, excusez-moi, mais enfin... si les SCOP et les SIC n'ont rien à dire, il y a quelque chose qui paraît étrange. Donc on a vraiment des choses à dire là-dessus et je pense qu'on peut apporter beaucoup de choses et on réfléchit dans le mouvement à voir comment on pourrait peut-être être plus mieux vu dans ce domaine de la RSE. Qui, à mon avis, on est passé peut-être un petit peu à côté. Voilà. Est-ce qu'on fait un label? Je ne sais pas, il faudra qu'on réfléchisse, bien sûr. Alors aussi, ils veulent parler dans le rapport de Tassénard du renforcement, j'ai mis du nombre d'administrateurs salariés, bon, à discuter, à voir, il faut qu'on voie, bien sûr. Alors après, il y a eu la loi Pacte, hein, vous savez. Alors moi, je me paume toujours, donc j'ai pris un plan, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc c'est prévu pour fin mai, c'est-à-dire Conseil des ministres fin mai, et on aura tout ça. Bon, alors si c'est fin mai, ça passerait peut-être en septembre, mais enfin bon, de toute façon, ça va nous arriver. Sur la réflexion sur la participation des salariés, et associer plus les salariés à la réussite de l'entreprise pour contribuer ainsi à concilier donc apport du capital et du travail un peu. Hein, c'est les deux choses qui sont essentielles. Là aussi, dans tous les cas, que ce soit le rapport de Tassénard ou la loi Pacte, on a été entendu. Hein, la CGSCOP, alors à titre, je dirais personnel, donc c'est bien, on s'est pas mal débrouillé. Ils nous aiment bien en fait, les SCOP, hein, les SIC, ils nous adorent. Bon, je ne sais pas ce qu'on obtiendra, beaucoup plus que les autres, mais enfin, bon, pour l'instant, ils nous aiment bien. Et donc, on a été reçus, hein, et je pense que c'est pas inintéressant. On a fait des rencontres quand même. Ça nous permet de voir un peu ce que pense un peu ce gouvernement de l'économie sociale, et c'est pas désagréable de pouvoir les rencontrer. Il y a les pour et les contre, hein, il y a les deux facettes. Il y a des gens qui sont, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, c'est vieillot. Il faut tout changer. Et puis il y en a d'autres qui comprennent mieux les choses, notamment sur la gouvernance et tout ça. Mais il y a les deux mondes qui s'opposent, y compris à l'intérieur des députés de La République En Marche. Donc il va falloir quand même que vous fassiez un boulot tous autour de la table assez important. Ah, je pense qu'il faut nous aider parce qu'on ne pourra pas, nous tout seuls, Confédération, faire tout. Il faut travailler dans les territoires. Il faut travailler sur les députés. Je ne sais pas s'il y a des gens du Finistère. Alors, il n'y en a pas, c'est bien dommage, parce qu'allez voir la députée du Finistère qui nous a reçus, c'est intéressant. Complètement opposé à l'économie sociale. Complètement opposé. Bon, c'est assez bizarre, mais je ne dirai pas son nom hein, pour ne pas marquer, mais il y a des choses qui nous ont un peu quand même étonnés, quoi, alors qu'il y en a d'autres qui sont extrêmement favorables. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail à faire aussi, c'est notre boulot à faire dans l'économie sociale auprès de ce gouvernement. Voilà, puis je terminerai par le COPIESAS, vous savez, le Conseil d'orientation, alors là il faut que je lise parce que je ne m'en souviens jamais, de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. Alors qui s'est réuni longuement et qui a décidé des choses pas inintéressantes, c'était pour les entreprises notamment de moins de 50 personnes, qu'ils abaisseraient le forfait social, notamment sur les plans, par exemple, sur les plans d'épargne d'entreprise à 8%. Hein, pour, soi-disant, au fur et à mesure, le retirer. Ça pourrait être intéressant. Alors vous savez que les SCOP là, ont un forfait social sur la participation à 8%, pas sur l'intéressement. On avait réussi à sauver ça au mieux de 20%. C'était quand même pas si mal que ça. Donc petit à petit, ça pourrait être intéressant. Et puis, ils veulent simplifier aussi la formule de calcul de la participation et le baser sur 10% du bénéfice net comptable. Parce que là, honnêtement, le calcul de la participation, si vous êtes penché dessus, faites-le, vous allez voir, c'est hyper compliqué. Là, au moins 10% de bénéfice. Hop, allez hop, c'est embarqué. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça peut être bon. Un mot sur French Impact. Hein, vous savez que beaucoup, d'ailleurs, il y en a ici qui ont répondu, ont envoyé quelques dossiers. Hein, on discutait avec toi tout à l'heure. French Impact, il y a eu 200 candidatures. Il y aura, d'après le haut-commissaire, entre 10 et 15 lauréats. Alors, je fais partie d'un jury pour
Pour ça, manque de bol, ils m'ont dit il ne faut pas que vous ayez de conflit d'intérêts, quoi. Donc, si c'est une SIC ou une SCOP, je vais quand même avoir du mal. Donc, il faudra que. Mais bon, voilà. Donc, il y a des. J'ai regardé un peu. Bon, il y a des dossiers hyper intéressants et je pense que ça peut quand même être bien. Merci à vous d'avoir de toute façon répondu. Quand même, c'est utile. Et puis, la dernière chose, c'est, vous le savez, l'économie sociale. Pour le haut-commissaire, elle doit se bouleverser un petit peu. Il souhaitait que SS France, je vois M. Dutilleux qui en fait partie, bouge un peu, se dise, voilà, faisons avec l'UDES, les CNCRES, etc. Voilà, un autre monde de l'économie sociale. C'est en cours de discussion. On ne va pas en parler plus parce que c'est quand même... on n'est pas encore au bout de nos peines. On n'est pas au bout de nos peines. Voilà. Bien entendu, sachez que nous sommes vigilants à tous ces projets afin de ne pas impacter nos adhérents et de défendre nos valeurs et nos spécificités, bien évidemment. Voilà. Personnellement, je compte sur vous pour passer ce cap de 70 000 que notre mouvement a besoin pour se développer. Les SI en font partie. C'est une force importante pour notre mouvement. Et j'ai très hâte de suivre cette table ronde. Je ne me souviens pas de son nom. Tania, c'est plus joli. Le nom est assez difficile à dire, donc je vais dire Tania, qui va nous parler du changement d'échelle et qui est à la Vise. Et qui va parler du changement d'échelle. Et puis après, Barbara animera la table ronde où là, il y aura des sites qui viendront nous parler un peu de leur changement d'échelle et qui sont vachement, je pense, très, très intéressants. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais je pense que c'était utile de profiter pour vous parler un peu de tout ça parce que ce monde actuel, il change beaucoup. Et à mon avis, il va falloir que vous aimiez beaucoup le changement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Juste quelques mots de présentation rapide de la Vise. Donc, je ne vais pas m'éterniser parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette structure. Donc, rapidement, la Vise est une agence d'ingénierie et de services qui a vocation à contribuer au développement de l'ESS et qui a été créée en 2002 à l'initiative de la Caisse des dépôts et d'autres grands acteurs de l'ESS, dont la CGSCOP. On a deux axes principaux d'intervention. Donc, le premier, c'est de contribuer à l'émergence d'activités d'utilité sociale. Et le second axe, c'est de contribuer à la consolidation et au développement de ces activités. Et dans ce contexte, depuis quelques années, on a développé une expertise sur le changement d'échelle au fil de différents ateliers, groupes de travail, programmes d'accompagnement spécifiques et dédiés, dont un programme PINS qu'on mène en partenariat avec la Fondation Massif, un autre programme, le programme Silver Solidarité qu'on pilote, j'ai un petit souci de micro, qu'on pilote... Voilà. C'est reparti. Qu'on pilote avec le concours d'AG2R La Mondiale. Et puis tous ces travaux pratiques nous ont permis de construire un certain nombre de publications, dont un guide qui est apparu en 2014, donc le guide Stratégie pour changer d'échelle, qui est un guide pratique à destination des structures. Où vous retrouverez donc des éléments de définition, de cadrage de cette démarche de changement d'échelle. Vous retrouverez également des études de cas, des exemples de structures qui ont franchi ce cap. Et puis, vous retrouverez également des éléments de diagnostic et d'aide à l'analyse pour vous permettre de vous poser les bonnes questions avant d'amorcer une démarche de changement d'échelle. Puis, petit élément entre parenthèses, mais sur lequel je reviendrai à la fin de l'intervention, la Vise gère également un appel à projet du Fonds social européen spécifiquement dédié au changement d'échelle. Donc, c'est une actualité brûlante en ce moment, puisque les candidatures sont en cours. Donc, je vais revenir dessus à la fin de mon intervention. Donc avant de vous détailler le cœur du guide, quelques éléments de définition sur le changement d'échelle. Qu'est-ce qu'on entend par changement d'échelle? Qu'est-ce que ça veut dire changement d'échelle? Est-ce que c'est un passage obligé? Quelles sont les grandes questions, les grands objectifs qui sont les plus pertinents pour structurer, pour amorcer cette démarche-là? Il y a
pas vraiment de réponse unique, mais il y a un objectif, un fil rouge qui peut être intéressant d'avoir à l'esprit dans le cadre de cette démarche-là, c'est l'objectif de la maximisation de l'impact de vos structures et de l'impact de vos activités. Donc une maximisation qui peut prendre différentes formes, qui peut consister à intensifier votre impact sur vos bénéficiaires à date, qui peut être également de chercher à toucher un public plus large sur vos territoires d'intervention, ou qui peut consister à vouloir se déployer sur de nouveaux territoires, de toucher de nouvelles cibles. Donc une fois qu'on s'est posé la question du quoi, assez naturellement, ce qui vient, c'est la question du quand. Est-ce qu'il y a un moment particulier lors duquel il faut vraiment enclencher cette démarche de changement d'échelle? Encore une fois, il n'y a pas de réponse toute tracée, mais ce qu'on observe dans les faits, c'est que la plupart du temps, c'est une démarche qui est engagée par des structures ayant de 3 à 5 ans d'existence. Et dans tous les cas, en tout cas pour que la démarche soit fructueuse, par des structures dont la preuve de concept de leurs solutions, de leurs activités a été faite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par preuve de concept ? En fait, il s'agit de bien s'assurer que qu'il y a un besoin avéré qui existe au sein d'une population suffisamment significative, et que les activités, les solutions proposées par la structure répondent de façon satisfaisante à ces besoins. Donc, une fois qu'on s'est posé la question du quoi, la question du quand, vient assez naturellement celle du comment. Et là, c'est vraiment le cœur du guide publié par la VISE. Donc, à partir des différents cas qu'on a pu observer, notamment dans le cadre de nos accompagnements, on a dégagé, on a modélisé un certain nombre de stratégies de changement d'échelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les exemples parce que vous en retrouverez une bonne partie dans le guide. Puis je pense que dans le cadre de l'échange qui va suivre, voilà, pas mal de choses qui vont être dites. Mais rapidement, donc ce sont des typologies de stratégies qui se divisent en deux groupes. Donc des stratégies individuelles d'une part, et puis on a des stratégies collectives d'autre part, donc qui sont portées par plusieurs structures. Dans le cadre des stratégies individuelles, donc on a les stratégies de type diversification d'activités. Il y a des stratégies dites de fertilisation. Donc il s'agit en fait de transférer un savoir-faire, une expertise à des structures existantes, sachant que c'est un transfert qui peut se faire de manière plus ou moins souple, qui peut se faire par exemple dans le cadre de formation, qui peut se faire également via la mise en place d'une labellisation. C'est un transfert qui peut aussi se faire de façon complètement ouverte, selon un modèle dit d'open source. On a également une stratégie de duplication. Donc c'est une stratégie qui consiste à répliquer son modèle sur d'autres territoires et via la création de nouvelles entités, de nouvelles structures. Encore une fois, c'est une stratégie qui peut être mise en œuvre de manière plus ou moins souple. Et enfin, pour finir, pour ce qui est des stratégies individuelles, on a des stratégies de fusion de structures existantes. Pour ce qui est des stratégies collectives, ce sont principalement des stratégies de coopération, donc simples ou renforcées, sachant que dans le premier cas, ça recouvre principalement des situations de mutualisation de moyens, d'expertise, de savoir-faire. Alors que dans le second cas, on est vraiment dans un cas de figure où les efforts conjugués de différents acteurs aboutissent à la création d'une nouvelle offre ou d'une nouvelle solution. Donc là, ces stratégies sont bien posées, bien cadrées sur le papier. Dans les faits, ce qu'on observe sur le terrain, c'est dans la plupart des cas une hybridation de ces différentes stratégies. Il s'agit bien sûr pas, quand on enclenche cette réflexion, de vouloir rentrer à tout prix dans les cases, mais de trouver un modèle qui correspond le mieux à l'identité de la structure, à son activité, à la nature de son organisation, à la culture, au potentiel en termes de synergie de son écosystème, etc., etc. Il y a vraiment tout un tas de facteurs qui entrent en jeu dans la décision.
Il y a un couple de facteurs qui sont assez clés pour l'aide à la décision d'une stratégie. C'est le couple qui associe le contexte économique de la structure et puis les leviers de maximisation d'impact qu'elle est susceptible de mettre en œuvre. Sachant que la configuration des deux éléments de ce couple portent plutôt le choix, permettent plutôt de s'orienter vers une stratégie plutôt qu'une autre, sachant que dans les faits, dans les cas où on est dans des situations économiques qui demandent à être stabilisées et dans des cas de figure où l'impact demande à être consolidé, optimisé ou amélioré, sont plutôt des stratégies collectives qui sont les plus fructueuses et les plus simples à mettre en œuvre. Donc après ces éléments de cadrage et ces éléments de présentation, quelques éléments pour vous aider un petit peu à structurer votre réflexion. Donc c'est une réflexion dont on conseille qu'elle soit vraiment basée, étayée par un diagnostic qui repose sur 3 piliers, qui repose sur une analyse interne de la structure dans un premier temps. Donc là, on en revient aux éléments de preuve de concept dont je vous parlais. Il y a les questions aussi de tester la viabilité économique du modèle. Il y a bien entendu la question de la réplicabilité du socle qu'on veut essaimer à plus grande échelle. C'est un pilier qui repose également sur une analyse fine de votre ambition, de votre intention stratégique. Là, il s'agit vraiment de s'assurer que la vision et l'ambition est clairement établie, qu'elle est partagée, portée par votre gouvernance et que les différentes attentes des parties prenantes ont été prises en compte. Et puis enfin, le troisième pilier, c'est un pilier qui est plus de l'ordre de l'analyse externe, de l'environnement, donc des besoins des bénéficiaires, de l'évolution de ces besoins, des différences de besoins selon les spécificités des territoires, etc., etc. Donc je vous encourage à regarder le guide un petit peu plus dans le détail, puisque ces éléments de cadrage et de diagnostic sont beaucoup plus développés. Mais en synthèse, s'il y avait quelques recommandations clés à formuler, ce serait vraiment de vous inviter à prendre le temps de bien poser cette réflexion stratégique, prendre le temps également de re-questionner votre stratégie actuelle, puisqu'une démarche de changement d'échelle est de nature à impacter les actions et la stratégie qui peut déjà être mise en œuvre. Puis aussi, je vous inviterai à vraiment bien prendre en compte le temps nécessaire pour mener à bien cette démarche, les compétences, les ressources, qu'elles soient humaines ou financières. Puis surtout, ne pas hésiter à solliciter un apport d'expertise, de l'accompagnement en vous appuyant sur les réseaux dont vous pouvez faire partie. Donc là, j'ai bien en tête les différents éléments que vous mentionniez tout à l'heure pour l'aide à la structuration juridique. Voilà, vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner, à demander des retours d'expérience également. Et puis, dans un dernier temps, si vous le pouvez, tester votre démarche sur un territoire pilote pour ajuster la stratégie avant de la déployer à plus grande échelle. Quelques ressources utiles, je ne vais pas les commenter, vous les retrouverez dans le support qui vous sera communiqué, je pense. Donc après ces éléments, ces quelques conseils et puis ces éléments théoriques, l'actualité brûlante de l'appel à projet du Fonds social européen. L'Avise gère 3 appels à projets, dont un qui porte sur le changement d'échelle des entreprises de l'ESS. Je ne vais pas rentrer dans le détail du contenu de cet appel à projet. Une date à garder en tête, c'est que les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 30 septembre. Et puis pour tous les autres éléments pratiques relatifs aux critères d'éligibilité, aux conditions financières de l'intervention du Fonds social européen, et puis pour retrouver vraiment tous les éléments de détail quant aux appels à projets, je vous invite à consulter le site de l'Avise, à vous reporter également au site du Fonds social européen, et puis aussi à contacter mes collègues qui gèrent cet appel à projet, qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions
Donc on a indiqué leurs coordonnées en fin de présentation. N'hésitez pas à les solliciter. Voilà pour ce qui est de ces différents éléments sur le changement d'échelle et puis l'appel à projet FSE. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Tiana. Et je vais appeler auprès de nous ou de moi. Bah oui, vous allez être obligé de leur laisser la place, en fait. Kevin Guillermin, qui va nous parler de Grappe. Constance de Perlon, qui va nous parler de Cities. Fanélie Carré-Comte, qui représentera Enercop, et puis Christophe Oudebine d'Urban Cop. Bon, il est 18h, on est censé finir à 19h, c'est ça, hein? On aura peut-être un petit peu de marge si nécessaire. En tous les cas, on laissera le temps qu'il faut pour qu'il y ait des échanges avec vous, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir, sur cette question du changement d'échelle, faire que vous posiez des questions et échanger avec les dirigeants qui sont ici. Donc je vous prie de m'excuser par avance parce que c'est moi qui ferai le portrait de votre entreprise, de sorte que vous ne vous lanciez pas dans un long historique. Donc il y aura peut-être voilà, des synthèses qui seront un peu rapides. Si jamais je disais une bêtise, bien sûr, vous pouvez la rectifier. L'intérêt étant que vous puissiez parler, bien sûr, dans un premier temps, de ce qui a amené ce changement d'échelle dans vos SIC sur les années passées, et en quoi le statut SIC a pu être un élément facilitateur ou au contraire un élément limitant. Et puis dans un deuxième temps, dans un deuxième tour de table, on parlera de ce qui se passe devant nous, de comment on va aller maintenant vers peut-être de nouveaux objectifs pour vous, pour vos SIC. Et on parlera aussi un petit peu d'impact, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un élément qui est non seulement dans l'air du temps, mais absolument nécessaire pour faire ses preuves. Alors on va commencer par vous, si vous voulez bien, Kevin. Donc Grappe, la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans les locaux de l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Vous veniez témoigner auprès de porteurs de projets qui sont suivis par Alter Incube là-bas. Et donc votre Grappe a 5 ans maintenant. Hein, donc on est dans la région lyonnaise, une petite épicerie bio portée à l'époque par une coopérative d'activité et d'emploi généraliste, Oxalis, et puis votre initiative, votre façon d'entreprendre commence à faire venir vers vous le petit noyau de personnes qui portaient cette épicerie, d'autres entrepreneurs qui sont dans le domaine du bio, du circuit court, de l'alimentation, du local, et progressivement, mais très rapidement, puisque en 5 ans, finalement, maintenant, vous avez plus de 110 personnes qui sont impliquées dans les différentes unités de production qui ont été développées. 90 salariés pour un équivalent temps plein de 70-75 hein, voilà. Plus quelques entrepreneurs qui sont plus en statut individuel ou de différentes façons. Et finalement, ce que vous m'avez expliqué, c'est que par capillarité, tout ce groupement qui s'est formé autour de Grappe et qui constitue Grappe aujourd'hui, c'est ce que vous appelez poétiquement une constellation coopérative. Alors, ce que je vais vous demander de creuser un peu pour nous aujourd'hui, c'est bien sûr comment on passe de une unité économique à 35 unités économiques en l'espace de 5 ans. Mais finalement, comment on s'y prend pour que cette constellation, où il y a des interactions entre différents individus, différentes organisations, on arrive à lui conserver une cohésion interne, et puis on arrive à en faire aussi quelque chose de cohérent vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire qui représente une unité et pas simplement une agglomération de planètes indépendantes.
Voilà, je vous passe la parole. Ça fait beaucoup de questions dans la question. Donc, Ouais. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Kevin Guillermin et je travaille effectivement pour Grapp, dont je suis co-directeur. Donc, en fait, nous, on est un peu un projet de changement d'échelle en soi, parce que du coup, à l'origine de Grapp, il y a l'intention de créer un outil structurant pour la filière. Donc, pourquoi est-ce qu'on est passé de une unité économique, qui était une épicerie qui s'appelle Trois Petits Pois à Lyon 7e, à plus de 35 aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'était notre ambition de départ. C'était de créer un outil structurant pour cette filière et d'agréger autour de nous des entrepreneurs. Donc, nous, on se définit comme un groupe coopératif d'entrepreneurs. Et en fait, d'un point de vue organisationnel, on s'est inspiré du modèle organisationnel de la coopérative d'activité et d'emploi généraliste, donc en particulier la CAE Oxalis, qui est celle qu'on connaît le mieux, dont est issu Trois Petits Pois. Et on a essayé d'hybrider ce modèle et de l'adapter aux spécificités d'un secteur qui est l'alimentaire biolocal. Et donc, en fait, on a créé une sorte de modèle organisationnel qui est à mi-chemin entre CAE spécialisé sur ce métier et groupe coopératif. Donc, aujourd'hui, il y a 22 structures juridiques dans Grapp. Donc, Grapp étant, on va dire, la tête de réseau, la holding, comme on dit dans l'économie conventionnelle. Et dans Grapp, il y a donc 22 structures juridiques. En gros, il y a 11 SIC et SCOP, 11 structures hors SIC et SCOP, donc 3 associations et 8 SAS et SARL. Et donc déjà, un des leviers du changement d'échelle, c'est aussi cette forme juridique. C'est-à-dire que du coup, nous, on accueille des porteurs de projets qui viennent nous voir, qui nous disent, voilà, moi j'ai un projet. Si ce projet, c'est un projet qui peut être hébergé par la coopérative d'activité, si c'est un projet qui génère pas trop de risques financiers en particulier, on est en capacité de l'héberger donc sur un format entrepreneur salarié, comme le font les coopératives d'activité traditionnelles. Si c'est un projet qui génère un risque financier important avec un plan d'investissement à 300 000 euros, là généralement on n'est pas très enthousiaste pour faire porter ce risque par la coopérative. Et donc, du coup, on propose au porteur de projet de créer avec lui une société dédiée au projet. Donc, nous, on fait la promotion du statut coopératif, mais on ne refuse pas les porteurs de projet qui préfèrent un statut SAS ou SARL. On fait le pari qu'en fait, on va leur prouver que la coopération, c'est tellement bien qu'à la fin, ils vont se transformer en SIC ou en SCOP tout seuls. Et du coup, ça commence à marcher un peu. On commence à avoir des SAS qui commencent à nous parler de transformation en SCOP. Et du coup, ça nous permet d'accueillir des projets de plus grande taille et de ne pas refuser des projets parce qu'ils sont ambitieux. Et du coup, on intervient à leur côté en leur rendant en fait les mêmes services qu'on rend aux entrepreneurs salariés de la coopérative d'activité et en prenant des participations minoritaires au capital, ce qui nous permet aussi de les soutenir financièrement et potentiellement en trésorerie quand ils en ont besoin. Ça, c'était pour la première phase de la question. Et comment vous assurez une forme de cohésion? Ce que vous avez prévu pour qu'il y ait des pratiques qui soient partagées par donc du coup, comment on assure la cohésion? On l'assure déjà par le fait que on a un projet politique assez fort. C'est-à-dire que le projet Grapp, c'est pas seulement un projet économique. Il y a un projet politique qui nous tient beaucoup à cœur et qui est en gros structuré autour de 3 piliers qui sont les enjeux liés à l'alimentation durable. Je pourrais vous passer en revue les critères détaillés, mais il existe un cahier des charges d'appartenance à Grapp et en particulier pour faire partie de Grapp, il faut faire au moins 80% de ses approvisionnements en bio, au moins 50% de ses approvisionnements en circuit court quand on fait de la restauration traiteur. Enfin bon, évidemment c'est une savante déclinaison suivant les métiers. Donc le deuxième pilier, c'est la coopération au travail. Donc du coup, on fait la promotion des statuts coopératifs, mais y compris pour les structures qui sont en SAS ou en SARL, on met des critères d'obligation d'ouverture du capital aux salariés en fonction de la taille du projet. Et le troisième critère, c'est sur une conception de l'entrepreneuriat, où du coup, on défend une conception collective, solidaire de l'entrepreneuriat, où du coup, on propose aux gens d'entreprendre dans un cadre collectif et sécurisé, où on met aussi en place un accompagnement et des outils pour réduire les risques que comporte l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un des premiers volets, c'est qu'en fait, les gens qui viennent dans Grapp, il faut qu'ils respectent ce critère, et ça crée un filtre, et le sentiment d'appartenance, il vient de ça. Et il vient ensuite aussi de la manière dont on prend des décisions, donc on s'efforce de prendre des décisions de manière démocratique, et la prise de décision démocratique est à la fois
une fin en soi pour nous, on va dire d'un point de vue plus idéologique, mais aussi un chemin. C'est-à-dire que c'est aussi en prenant des décisions ensemble et en discutant ensemble qu'on apprend à se connaître et que du coup on crée une identité collective. Et ces prises de décision démocratiques, elles se structurent autour de 2 temps principaux qu'on appelle les séminaires. Et il y en a 2 par an sur 2 jours où on va réunir tous les gens qui travaillent dans la coopérative. Donc qu'aujourd'hui on est 110, donc ça veut dire qu'on commence à louer des centres de scouts assez grande taille. Et donc du coup on a 2 jours de discussion avec aussi une grosse fête au milieu, parce que pour faire des choses ensemble, il faut aussi se connaître et il faut aussi faire ensemble, et faire la fête fait partie des choses qu'on fait ensemble. Et alors, quand je vous ai posé cette question du statut SIC, vous avez plutôt été dans la direction de le statut SIC. Au contraire, ça rassure nos partenaires, ça fait venir vers nous des gens qui partageaient nos valeurs. En tous les cas, ça n'a pas été un frein, ça a plutôt été un bon argument. Est-ce que vous pouvez le décrire et puis peut-être le nuancer? Oui, ça n'a pas été du tout un frein. C'est sûr que ça dépend du métier dans lequel on est. Hein. Du coup, Urban Coop, j'ai l'impression qu'on ne dira pas la même chose, mais on est sur un métier qui n'est pas trop capitalistique. Donc, on n'a pas les problématiques d'accès au financement qui sont trop intenses. Donc, voilà, on a quand même besoin de capitaux. Hein. Grapp à peu près 500 000 € de fonds propres aujourd'hui. Mais en tout cas, ça n'a pas été du tout un frein sur l'accès au financement. Et ça a été au contraire pour nous un choix vraiment d'évidence, en particulier nous, ce qu'on a beaucoup apprécié dans le statut SIC, et moi en tout cas que j'aime beaucoup dans ce statut, c'est la possibilité de définir de manière très fine les collèges de vote et les catégories de parties prenantes, et de pondérer leur droit de vote en fonction de la nature et du degré d'engagement des parties prenantes dans la coopérative. Donc nous on a vraiment défini les collèges de vote en fonction de l'engagement que les personnes mettent dans la coopérative, et en fait du risque qu'elles y mettent. Donc l'idée était de dire, les gens qui sont entrepreneurs salariés de la coopérative d'activité Grapp, si Grapp dépose le bilan, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur fonds de commerce, ils ont perdu leur rapport financier. Donc c'est légitime qu'eux, ils aient plus de poids que ce qu'on appelle les activités associées, qui sont donc les 21 autres structures juridiques qui composent le groupe, la constellation coopérative Grapp, et qui, eux, évidemment, si Grapp disparaît, ils sont quand même un peu mal en point, parce qu'ils ont perdu leur principal partenaire, associé, prestataire de services. Mais en attendant, ils existent toujours. Donc, du coup, on a vraiment utilisé toutes les possibilités que permet le statut SIC en termes de gouvernance, et notamment de composition et de pondération des droits de vote des collèges. Merci beaucoup, Kevin. Alors, vous venez de nous parler d'une SIC qui est porteuse d'une grande biodiversité de statuts au sein d'une même filière. On va maintenant partir sur les routes de France avec Constance de Perlong, qui vient représenter ici le groupe Cities, qui, lui, est plutôt une coopérative de consommation qui regroupe un grand nombre de structures, une douzaine, dont la plupart en SIC. Et on part sur les routes de France parce que finalement, Cities, c'est le regroupement à partir de quelques initiatives qui sont nées à peu près en même temps, ou qui ont été sur différents territoires à l'origine de structures qui s'appelaient à l'époque Autolib, Autotrement, Autocool, et tous les autos qu'on peut imaginer. Et il y a notamment la structure alsacienne strasbourgeoise menée par Jean-Baptiste Schmider, auquel on va penser aujourd'hui, parce qu'il n'est pas là pour nous parler du changement d'échelle, parce qu'il se trouve être avec un de vos collègues en ce moment même en train de répondre à un jury d'appel d'offres pour faire changer d'échelle encore Cities. Donc pensée positive pour lui. Et c'est vous qui allez nous parler de cette façon particulière que vous avez eue, étant des spécialistes de la mutualisation en l'occurrence, comment des particuliers, et maintenant pas seulement des particuliers, des organisations aussi, achètent en commun des voitures, ou en tous les cas en partagent l'usage.
comment vous en êtes venu à progressivement vous dire, on est des pros de la mutualisation de l'automobile, on va être des pros de la mutualisation des services supports et d'un certain nombre de fonctions, dont la fonction marketing, dont j'ai bien entendu que c'était une fonction très importante chez vous, puisque en dehors de la gestion de la flotte, etc., puisque finalement, il faut convaincre les particuliers de ne pas acheter. Ça, c'est quand même un paradoxe. Alors, racontez-nous ça. Oui, c'est vrai. Au final, vendre comme idée de faire moins, c'est un peu particulier. Donc, oui, je pense que la bonne idée d'origine de Jean-Baptiste Schmieder, c'est d'avoir sollicité des structures similaires. La Vice parlait tout à l'heure de cohérence, finalement, des valeurs du projet, de l'activité, pour pouvoir aussi se mettre ensemble et changer d'échelle. Et je crois que c'était la réalité de ces structures d'autopartage qui s'étaient créées dans différentes villes, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, un peu sur le même modèle, en fait, un collectif de particuliers qui ont constitué une association, qui ont mis en commun des voitures, et puis petit à petit, l'activité elle-même s'est professionnalisée, et puis la question des statuts et peut-être de l'isolement des structures s'est posée aussi. Et les deux réflexions se sont retrouvées finalement entre se mettre à plusieurs et aussi quel statut, puisque la plupart avaient démarré sous forme associative, et à la fois la transformation en SIC des structures locales et la mise en commun des différentes structures, du coup à un niveau supérieur, en coopérative de consommation, répondait à pas mal d'enjeux. Donc ça s'est fait assez naturellement, puisqu'effectivement, l'ADN de ces structures, c'était la mutualisation. Et ça a paru assez naturel aux différents fondateurs des différentes structures de dire, bon, voilà, on va monter encore un cran plus loin et faire ensemble, au niveau du réseau national, un certain nombre de choses qui sont plus pertinentes à cette échelle-là, notamment toute la partie de support technique, parce que mine de rien, mutualiser des voitures, si ceux qui ont commencé mettaient les clés, une petite boîte à biscuits, c'est plus ça aujourd'hui. 1200 voitures aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, il y a 35 000 clients sur l'ensemble des structures du réseau Citis, ce sont plutôt 1200 véhicules aujourd'hui, et 2500 sociétaires. En fait, sur l'ensemble des structures. Ce qui fait un vrai effet volume sur la mise en commun, et notamment toute la partie de support technique, de support numérique, de support sur les parties comptables et financières, et également dans la négociation avec les constructeurs automobiles, parce que, mine de rien, on achète des voitures, même si, bien sûr, l'idée de l'autopartage, c'est de démotoriser et de rouler moins. Pour le coup, le métier de Citis, c'est beaucoup d'acheter, d'entretenir et de faire rouler des voitures. Voilà, donc la tête de réseau était une coopérative de consommation au service des SIC et de quelques autres structures qui n'étaient pas sous forme de SIC, qui ont rejoint le réseau aussi. Et tout ça a permis de réfléchir aussi au positionnement de ce service, à son attractivité. Vous parliez de marketing, effectivement. L'argumentaire de Citis, c'est de dire vous pouvez vivre sans voiture parce que vous accéderez à la solution de mobilité la plus adaptée au moment où vous en avez besoin. Voilà, c'est un message qui n'est pas très simple à mettre en forme, pas très simple à diffuser. Et de fait, la réflexion à plusieurs là-dessus était importante, et elle a mené aussi, du coup, à la mise en place d'une marque commune, Citis. Ce que vous le disiez, voilà, chacun avait son petit nom, Autotrement, Autocool, Autolys, Autocité, Mobili, on avait un petit peu tous les styles. Et finalement, il y a 4 ans, donc le réseau national, mais c'est vraiment une convergence des idées de chacun, a proposé la marque Citis, a proposé à chaque structure de l'adopter ou non. Ça s'est pas fait du tout dans un modèle imposé, vous êtes dedans avec la marque ou vous sortez, c'est vraiment pas l'ADN coopératif du réseau. Et de ce fait, aujourd'hui, toutes les structures quasiment, sauf une, mais qui n'est pas une coopérative, qui est plus liée aux collectivités locales, et là, parfois, on peut avoir d'autres freins par rapport à des noms de régie ou des noms liés à la collectivité. Aujourd'hui, toutes les structures, du coup, ont adopté cette marque Citis
pour la poursuite du développement et du déploiement du service. Et du coup, comment ça se passe cette animation? Parce qu'on entend bien dans tout ce que vous dites, et ça reflète ce que Jean-Baptiste Schmieder a dit dans l'échange qu'on a eu préalablement à cette table ronde. Nous, on s'est vraiment développé bottom-up. Les structures locales qui portent le projet et l'économie ont créé pour leurs besoins communs une tête de réseau. Et en fait, il expliquait que vous alliez toujours vers une forme de consentement, vous preniez ce temps-là, donc il y avait une temporalité qui était un petit peu différente entre certains besoins de décision rapide, puis la nécessité que chacun se sente faire corps avec l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, l'exemple de la marque Cities en est un, et les exemples d'expérimentation de services aussi qui en est un autre. L'idée, c'est effectivement sur les grandes décisions, principales décisions, d'arriver à du consensus, ou à minima sur un déploiement qui se face au rythme ensuite des différentes structures et de leurs possibilités. Donc il y a un travail qui se fait, d'abord parce que la structure tête de réseau est effectivement issue dans sa gouvernance des structures locales, donc les liens se font par ce biais-là, et le process de décision qui est commun et qui permet des rythmes différents, ou qui permet l'expérimentation, puisque le réseau a aussi lancé un service un petit peu différent de celui Cities, qui c'est sous la marque Yé, qui sont également des voitures en free floating, sans station, mais un peu sur le même principe pour des usages un petit peu différents. Et là aussi, le réseau a travaillé sur la structuration du service, sur son identité, et ensuite chaque structure dit moi je peux lancer parce que j'ai l'opportunité, moi je peux pas, moi c'est le bon moment à ce moment-là, moi je vais attendre un peu. Et puis les plus solides ont expérimenté aussi, notamment Strasbourg, Toulouse s'est lancé, Bordeaux s'est lancé, et aujourd'hui on va accompagner les nouvelles aussi qui se mettront sur le service. Donc c'est intéressant de pouvoir laisser à chacun imprimer son rythme, expérimenter des choses, ne pas forcément déployer non plus l'intégralité de l'offre, et de s'adapter vraiment à sa situation locale aussi. Et quelle est la concurrence locale? Est-ce qu'on a des Bookcube, des Autolib autres ou pas sur le terrain, et quel est l'environnement, la relation avec la collectivité qui est importante aussi. Ça et c'était le sujet du statut SIC pour le coup dans le réseau. Donc c'est effectivement un équilibre à trouver entre les impératifs et les ambitions de chacun. Et dont vous allez notamment nous parler tout à l'heure quand on parlera de ce qui vient devant maintenant, et de la façon dont vous allez peut-être envisager de continuer à développer l'activité pour les années à venir. Merci Constance. Et donc là on va passer à un modèle encore un petit peu différent, puisque on est dans... avec Fanelli, Carré-Compte, on reçoit Enercop qu'on ne présente plus parce qu'on est entre nous, mais en fait, on peut continuer à le présenter quand on est à l'extérieur, parce que visiblement, il y a encore au moins une personne sur deux qui ne sait pas qu'on peut acheter son électricité à quelqu'un d'autre que EDF, et que finalement, ce modèle qui a été développé avec Enercop, en quoi il se distingue des deux précédents que l'on vient de voir, c'est que là, il y a eu une volonté, une initiative globale, générale, qui a anticipé sur la loi d'ouverture du marché pour la vente de l'énergie, et qui, sur la base de plusieurs organisations notamment qui se sont réunies, telles que Greenpeace, les Amis de la Terre, Claire, la Nef, Biocop et d'autres, on ne va pas tous les citer, ont décidé de créer une structure qui pourrait, dès que le marché s'ouvrirait, commencer à offrir de l'électricité aux particuliers. Donc la création d'Enercop, c'est 2005, la structure historique. L'ouverture du marché en 2007, et en 2009, la première coopérative locale dans les Ardennes.
et qui correspond à ce schéma qu'avait Enercop de se dire on ne pourra se développer que si on a des structures relais sur les territoires et où il y a un contact direct avec les citoyens. Pourquoi ? Puisque finalement, les citoyens vont être les premiers prescripteurs, utilisateurs et prescripteurs de notre activité. Donc aujourd'hui, Enercop, ça fait rêver, 16 000 sociétaires nationaux, 13 000 sociétaires locaux, ça en fait 29 000 au total. Ce qui fait encore plus rêver, c'est 55 000 clients et 150 salariés sur l'ensemble du réseau, dont des salariés qui sont dédiés à la vie coopérative, et vous allez nous expliquer pourquoi. Vous-même, Fanelli, vous êtes directrice de la coopération. Ce que j'ai compris dans ce que vous avez expliqué sur le développement du modèle Enercop, c'est que il faut toujours savoir saisir ce moment délicat des équilibres entre. Alors ça reprend un peu les études de la vie. Il y a des moments où on expérimente, des moments où on se déploie, et puis des moments où il faut stabiliser. Et il faut toujours savoir à peu près d'où on en est. Alors, expliquez-nous un petit peu quelle est cette biosystémie de l'évolution d'Enercop, si vous le voulez bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme tout à l'heure, il y a beaucoup de questions dans la question. Je vous aiderai pour récapituler. Avant de venir sur quelques leviers indispensables au changement d'échelle, peut-être redonner effectivement quelques caractéristiques du secteur d'activité dans lequel on intervient, donc celui de la fourniture d'électricité, parce que bien comprendre les caractéristiques de ce secteur et de son environnement est, je pense, important pour comprendre ce que je vais expliquer après, puisque effectivement, vous l'avez dit dans l'introduction, aujourd'hui le secteur le marché de l'électricité, c'est un secteur qui existe encore autour d'une très forte concentration, puisque donc EDF aujourd'hui encore représente 85% du marché de l'électricité en France. Il y a effectivement un Français sur deux qui ne sait pas qu'il peut changer de fournisseur d'électricité, qui ne sait pas que ce marché-là a été ouvert à la concurrence. Et puis il y a aussi beaucoup de craintes ou de préjugés sur cet acte de changer de fournisseur d'électricité, puisqu'on se dit que potentiellement c'est compliqué techniquement, potentiellement il y a des enjeux de coupure de compteur, il faut absolument faire venir des techniciens, etc. Toutes ces choses-là étant des contre-vérités que nous essayons donc de lever. Donc, je fais aussi un parallèle avec ce qu'il disait tout à l'heure Constance sur City, j'en parlais tout à l'heure. Derrière notre développement, il y a aussi tout un enjeu d'éducation et de changement aussi culturel, changement des comportements, changement des rapports des citoyens à la manière dont ils interagissent avec leur énergie, leur électricité, leur donner envie d'aller voir ce qui se passe derrière la prise autour d'un acte, encore une fois, qui n'est pas nécessairement considéré comme anodin, celui du changement d'électricité. Donc, on a voilà tout ce secteur à prendre en considération pour assurer notre développement. Et dans le même temps, on a aussi un secteur qui à la fois reste très concentré, mais qui ces derniers mois, ces dernières années, a vu la concurrence s'accélérer, puisque on a par exemple sur la dernière année un peu plus de 6 nouveaux acteurs qui sont venus intervenir sur la fourniture d'électricité, avec des offres qui, parfois, pour certaines d'entre elles, se présentent comme des offres d'électricité verte sans l'être véritablement. C'est un petit peu technique, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais on peut se prévaloir d'une électricité verte en achetant simplement ce qu'on appelle des certificats, des garanties d'origine, qui sont des choses qu'on achète sur le marché, mais qui ne sont pas, comme le fait Enercop, de l'électricité qu'on achète en contrat direct avec des producteurs locaux sur les territoires. Et puis ces concurrents-là aussi, qui font le choix du low cost, qui font le choix de casser les prix dans le secteur de l'énergie, qui est absolument l'inverse du modèle qui est le nôtre, puisque notre modèle, qui fait qu'on a une offre qui est plus chère aujourd'hui que les tarifs réglementés, que le prix moyen du marché, notre modèle à nous est celui du juste prix de l'électricité pour rémunérer correctement toutes les parties prenantes, les consommateurs, les salariés et évidemment les producteurs, pour renforcer la filière des énergies renouvelables. Donc, pour vous donner un peu tous ces éléments d'ambiance, entre guillemets, sur le marché. Et donc, dans ce cadre-là, quels ont été pour nous les leviers importants pour le changement d'échelle ? Alors, d'abord, je voudrais dire que le changement d'échelle, c'est pas une fin en soi.
je pense que c'est toujours important de le rappeler. C'est pas grossir pour le plaisir de grossir, c'est grossir parce que derrière il y a un projet. Et nous, en l'occurrence, le changement d'échelle, il est essentiel puisque plus on a de personnes qui sont consommateurs Enercop, et plus on est en capacité derrière de financer le développement des énergies renouvelables et en particulier des énergies renouvelables citoyennes, et donc de peser sur la composition du mix énergétique français. Et donc c'est bien ça qui est la raison de ce changement d'échelle et du fait qu'on souhaite continuer à se développer au service, encore une fois, de nos valeurs et de notre projet. Donc quels sont les leviers par rapport à ça? Vous l'avez compris par rapport à ce que je disais précédemment, il y a un levier qui est vraiment important, qui est toute la partie notoriété, communication, puisque donc il faut déjà qu'on explique comment fonctionne ce marché, expliquer qu'on peut faire ce choix de changer de fournisseur d'électricité, pourquoi est-ce que c'est important. Et donc ça va passer par s'appuyer sur un certain nombre de choses. Alors ça peut être des événements extérieurs, par exemple dans l'histoire d'Enercop, le moment de la COP21 a été un moment d'accélération très importante de notre développement parce que le débat public a permis de focaliser les choses sur ces questions de transition énergétique, et donc ça a eu des conséquences sur notre développement. Ça va passer par des partenariats, puisque Enercop s'inscrit dans son écosystème de l'économie sociale et solidaire, et que ça a aussi un impact en termes de développement de notre notoriété par le bouche à oreille, par les valeurs communes qu'on peut avoir avec tous nos partenaires de la transition énergétique et sociétale. Et puis ça va aussi passer par la communication, notamment on a ces derniers mois développé une campagne de communication qui s'appelle Derrière la prise, justement, qui a permis de mieux faire comprendre notre projet et la différenciation surtout d'Enercop vis-à-vis de ses concurrents. Et pour tous ces éléments, j'y reviendrai après, le statut de SIC est pour nous une vraie plus-value pour justement faire ce développement de notre notoriété, de notre communication, puisque la SIC, c'est aussi beaucoup d'ambassadeurs du projet qui vont sur le territoire partout en France développer et soutenir notre développement. Donc ça, c'est sur la partie communication, notoriété. Il y a eu un axe important aussi sur le changement d'échelle, qui est la question du développement des compétences, de la structuration des métiers, des équipes et de la professionnalisation d'un certain nombre de métiers, puisque il faut savoir que le métier de fournisseur d'électricité est un métier qui demande le développement de compétences très techniques, que ce soit par exemple en termes de gestion de données. Le métier de fournisseur d'électricité, on ne le sait pas forcément, mais a une partie très importante en termes de développement de systèmes d'information, notamment dans le lien avec Enedis, l'entreprise qui s'occupe de la distribution de l'électricité. Et donc donc plus on grossit et plus on a ces enjeux-là en termes de structuration, puisque derrière c'est toute la question de la qualité de service, de la relation client, etc. Donc ça veut dire aussi faire des recrutements, former des équipes et puis évoluer aussi, puisque aujourd'hui, vous l'avez dit, Enercop dans la structure nationale c'est 100 salariés, donc on ne fonctionne pas pareil, et donc 150 sur l'ensemble du réseau. On ne fonctionne pas pareil quand on se crée avec une vingtaine de salariés et quand on en a aujourd'hui 150. Donc ça veut dire aussi comment est-ce qu'on vit et travaille tous ensemble en gardant des spécificités d'organisation de travail collectif en coopération, et donc c'est aussi des éléments qui sont importants. Et puis le dernier levier, le dernier élément que je voudrais citer sur le changement d'échelle, c'est cette question de l'organisation et du rapport au territoire, puisque effectivement le projet d'Enercop dès son naissance, c'était l'organisation avec une coopérative nationale fournisseur d'électricité et puis des coopératives locales qui se sont créées au fur et à mesure des années sur le territoire. Aujourd'hui, il y a 9 coopératives locales qui existent, qui s'occupent donc de la commercialisation de l'offre d'Enercop, de la prospection des producteurs d'énergie renouvelables et puis du développement de certaines activités comme la maîtrise de l'énergie ou des activités de soutien aux projets d'énergie renouvelable citoyen sur les territoires. Et donc, il y a eu ce développement territorial et puis du coup le lien, comment on fait fonctionner et organiser ce réseau avec nos objectifs de gouvernance partagée, démocratique et décentralisée, et un enjeu de conciliation des temps, puisqu'on est à la fois sur un secteur d'activité qui demande à ce qu'on prenne des décisions de manière parfois extrêmement rapide et agile, notamment face aux évolutions de nos concurrents, et en même temps des temps de codécision, de partage, de coélaboration qui sont des temps longs, qui demandent aussi de l'éducation. Je pense que les questions d'éducation à la démocratie, à la gouvernance, sont des choses qui sont importantes et qu'il faut aussi anticiper dans les modes d'organisation de nos entreprises. Et donc comment est-ce qu'on fait pour concilier ce temps court et ce temps long? Voilà, c'est un des troisième axe levier de changement d'échelle.
Et puis, peut-être juste pour finir et pas être trop longue, donc sur le statut SIC, pour nous, le statut SIC, en fait, il est consubstantiel de ce qu'est l'identité d'Enercop, puisque notre idée, c'était de considérer dès l'origine que l'énergie est un bien commun et que donc on va, à travers la création d'Enercop, transcender les intérêts particuliers des différentes parties prenantes pour faire de l'intérêt collectif autour de cette question de l'énergie, de l'électricité, et donc de faire entreprise avec les consommateurs, avec les producteurs, avec les salariés, avec les partenaires, avec les collectivités locales. Et puis l'autre idée au cœur du projet d'Enercop, c'était cette idée de circuit court entre les consommateurs et les producteurs. Alors, vous avez compris que c'est des circuits courts métaphorique, puisque le réseau d'électricité est le même réseau pour tout le monde, mais en tout cas c'est l'idée de mettre en relation à travers la coopérative les consommateurs et les producteurs au plus près des territoires. Donc pour nous, voilà, ce statut il est consubstantiel du projet, il est un des arguments de promotion, d'explication, il est un fort motif, je crois aussi, d'attractivité aujourd'hui autour du projet d'Enercop, et il est un vrai élément de sa vitalité, puisque donc l'animation du sociétariat et l'animation du multisociétariat est quelque chose de très important pour notre développement. Vous l'avez dit, la SIC Enercop nationale, c'est 16 000 sociétaires, c'est la plus grande SIC de France en nombre de sociétaires, donc c'est un vrai enjeu aussi pour nous de faire vivre ce sociétariat. Ça pose aussi des questions d'ailleurs qu'on se pose, d'outils, de méthodes, notamment on réfléchit sur la question des civic tech, des nouveaux outils pour arriver à bien faire fonctionner cette vie démocratique avec cette taille-là. C'est pas évident, puis la démocratie c'est jamais parfait, donc c'est toujours un process en continu, et donc ce multisociétariat et cette animation partout sur les territoires, c'est un vrai facteur de développement et de relais. Il y a un autre élément aussi qui est très important dans le statut de SIC, c'est pour nous la question de la relation aux collectivités territoriales, qui est aussi un vrai facteur de développement du projet, parce que là encore, nous, on ne se construit pas contre les pouvoirs publics, on se construit, pareil, en construction d'intérêts collectifs sur les territoires, donc en lien avec les collectivités. De plus en plus de collectivités sont clientes d'Enercop, et on souhaite aussi qu'un maximum en soit sociétaire, d'où le lien avec le statut SIC. Voilà ce que je pouvais dire peut-être dans ce premier tour sans être trop longue. Et effectivement, cette animation de la vie coopérative que vous expérimentez sera certainement source. Alors, c'est d'ores et déjà une source d'étude pour un certain nombre d'observateurs, et ce sera certainement également une source d'exemplarité, ou en tous les cas dont pourront s'inspirer d'autres SIC, dans le sens d'une vie coopérative qui n'est pas faite que uniquement pour la dimension citoyenne et démocratique de la gouvernance, mais aussi qui participe de la vie économique de la SIC, en l'occurrence chez vous, pour faire la promotion même de l'activité. Alors, on reviendra sur vos projets tout à l'heure, et puis on va maintenant pouvoir s'intéresser un petit peu au pays niçois, dans tous les cas à Urbancop, qui est basé en pays niçois, et je vais avoir du mal à vous voyer, Christophe Oudebine, parce que en fait on est des vétérans des SIC et on se croise depuis si longtemps. Donc Urbancop est spécialisé dans l'immobilier, la construction de programmes qui permettent à des publics qui n'accèdent pas facilement dans le marché conventionnel à la propriété de pouvoir justement y accéder. Et Urbancop se définit, il suffit d'aller voir le site internet pour lire que la qualité, la recherche d'expertise, l'innovation sont vraiment les piliers sur lesquels s'est appuyé Urbancop pour son développement. Aujourd'hui, Urbancop fait entre 40, 50, peut-être certaines années, bonnes années, 60 logements par an, et pas uniquement en pays niçois, puisque on voit des programmes du côté de Saint-Étienne, en Savoie. Donc, Christophe, est-ce que on peut en savoir un petit peu plus sur cette période passée de ces maintenant 12 ans, 15 ans En SIC depuis 2005, donc ça va faire 13 ans si on compte bien, et puis ça succédait à une période de 10 ans avec les
les dinosaures du monde coopératif, les sociétés coopératives de construction, qu'on faisait opération par opération. Donc ça fait 20 ans, 22 ans qu'on fait ce travail. Et c'est vrai que la SIC a pris la suite grâce à la création de cet outil tout à fait hybride et intéressant, dont on s'est saisi dans les 2 ans qui ont suivi la publication de ces nouveaux statuts pour fédérer des acteurs différents et qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Je pense par exemple à des banques avec des collectivités locales sur des enjeux de territoire dans un secteur, si vous voulez, surtout en Côte d'Azur ou dans le sud, qui est quand même un secteur pas vénéneux, mais enfin bon, l'immobilier, si vous voulez. Vous êtes dans le sud. Si vous voulez, bon, j'avais tenté avant de monter un casino coopératif, mais j'avais renoncé. Et puis avant, je suis allé dans l'immobilier, voilà. Mais c'est vrai que les premiers contacts sont toujours difficiles. D'ailleurs, on est très très peu. J'ai un appel au peuple. Je crois qu'il y a une autre SIC que j'avais rencontrée lors des 10 ans qui travaille à Rennes. C'est vrai que dans l'immobilier, on est très très peu, tellement ce secteur est un petit peu difficile. Donc oui, on a fait. La SIC a été. Alors c'est toujours pareil. La SIC est un atout et la SIC est aussi parfois un handicap. Alors il faut savoir regarder la bouteille à moitié pleine. En fédérant et pouvant mettre autour de la table et autour des comptes, parce que l'immobilier c'est quand même un gros brassage d'argent. Toutes les parties prenantes. On nettoie beaucoup de fantasmes et beaucoup de suspicions des uns et des autres. Ça, c'est quelque chose de phénoménal, de pouvoir travailler très tôt en gré à gré avec des collectivités sur des stratégies, au bon sens du terme, de peuplement, de vraie mixité sociale. Alors, la SIC étant d'ailleurs, grâce au service juridique de l'URSCOP, l'URSCOP PACA qui m'avait aidé à créer les statuts, nous a permis d'être un outil discriminant utile pour les collectivités, et même avec des gens aussi improbables qu'un directeur de la concurrence et de la répression des fraudes, nous suggérer des modifications statutaires pour éviter de tomber dans le refus de vente tout en fléchant les opérations d'accession très sociale vers les publics qui intéressaient les collectivités. Donc la SIC, c'est quand même un bon outil sur ces éléments-là, donc on le valide. Et donc il y a toute une période où la bouteille, comme je dis, était à moitié pleine. J'avoue que... alors je suis un peu schizophrène parce que mon objectif c'est de maigrir. Et donc ma SIC a l'objectif de grossir. Donc il faut gérer entre les deux. C'est vrai que le jour où, sans rentrer dans l'histoire, chacun a son histoire, pourquoi à un moment donné on a voulu envisager de changer d'échelle. C'est vrai qu'à l'envers, quand après avoir fait de l'autofinancement intégral, puisque Urban Coop est un opérateur immobilier, si vous voulez, qui construit des logements sans crédit promoteur, sans ligne de trésorerie dans les banques, avec son couteau et le reste, hein, c'est tout, et qui avance. Donc c'est vrai que quand on change d'échelle, on a capitalisé donc notre ressource, c'est nos réserves impartageables, les saintes réserves. Et alors c'est vrai que vous les capitalisez, donc comme toujours, besoin en fonds de roulement, hein, c'est les basiques d'une bonne gestion d'entreprise. Donc au fur et à mesure que vous capitalisez, vous pouvez faire un peu plus de volume, mais c'est un développement extrêmement lent. Et puis vous avez toujours des diables sympathiques qui vous disent pourquoi vous emmerdez à faire 40-50 logements? Les besoins auxquels vous répondez, il y a des besoins immenses, faut changer d'échelle, on va vous aider, on va faire. Et puis à un moment donné, c'est pas de l'ambition, on se dit en effet c'est un peu ballot, donc on travaille, on répond à des demandes. C'est pas facile de dire non. Là, on travaille sur des choses à Ivry, vous voyez. Donc, à Rungis, on vient de gagner un concours à Rungis. On travaille. Mais à un moment donné, le gestionnaire, puisque dans une vie, je suis dans des comités de décision à France Active, je sais aussi ce que ça veut dire changer d'échelle dans les effets de tension sur les trésoreries, de tension sur les résultats, de l'incapacité à plus ou moins absorber, et c'est normal, quelques échecs et erreurs. Et donc ça, les réserves impartageables, elles servent à ça.
Donc, notre expérience aujourd'hui, c'est que la SIC, par rapport à des financements dont parlait le président, c'est pas toujours facile. Les bonnes âmes qui doivent aussi aller voir, mais avec d'autres propos, le président, si vous voulez, vous dites, oui. Les parts sociales, je veux bien en acheter, mais dans 10 ans, quand je sors, elles seront pas été modifiées, même de l'érosion monétaire. Hein. Je dis oui, moi, en 2005, j'ai acheté 4 parts. Hein. Je suis propriétaire de 4 parts de 250 € chez Urbancorp. Et quand je sortirai d'ici 5-6 ans, 20 ans après, je partirai avec 1 000 €. Voilà, je serai super, voilà. Bon, on entre dans ce système, on n'entre pas. C'est vrai qu'il y a tout un monde financier à qui ça pose des problèmes, hein, qui sont enthousiasmés par votre impact social, qui adorent ce que vous faites. Je veux dire, puis on leur dit maintenant, il faudrait, voilà. Ou alors on vous propose d'autres outils. Alors là, on passe d'un monde à l'autre. On vous propose des titres, Ah oui, mais alors là, c'est plus cher. 6-7%, voilà. On dit, attendez, même les fonds de pension américains, qu'on ne fréquente pas d'ailleurs, ne demandent pas autant. Donc il faudrait quand même un petit peu... Oui, parce que là, vous parlez de financeurs ESS. De financeurs ESS, oui. Je ne fréquente pas le CES de Las Vegas. Donc c'est quand même une difficulté. Alors on va la résoudre. Hein. On n'a pas survécu 23 ans en faisant des choses assez incroyables, y compris en ingénierie financière, pour pas trouver de solution. Mais la SIC est un frein, même s'il faut quand même saluer quelque chose qui a beaucoup détendu les relations avec des financeurs potentiels qui avaient envie, sincèrement et humainement, d'aider à ce que nous développions notre activité, que nous renforcions d'ailleurs son impact sur les agents, tout en même temps qu'on intéresse plus grand nombre. C'est la réforme qu'a portée un certain nombre d'élus et sapins avant de partir, qui ont quand même modifié le cap de la rémunération des parts sociales, où on était, avec le phénomène des taux très 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 bas, dans une rémunération qui était limite ridicule, de mon point de vue. Hein. Donc je ne suis pas sûr que je sois politiquement correct, mais le plafond des OAT à 0,5-1%, sans la valorisation, c'était désespéré, y compris des acteurs. Hein. Je ne parle pas ceux qui sont animés. Il y a des gens qui viennent chez nous, qui mettent de l'argent et qui ne demandent rien. Hein. Donc ça c'est clair, et on est content de leur servir à la fois un service et des éléments. À l'envers, il y a tout un nombre d'acteurs qu'il ne faut pas non plus désespérer par l'exagération d'une politique financière. Voilà, donc on a fait... Je dirais aussi que la SIC, je voudrais en donner des exemples positifs et négatifs qui sont dans la mémoire. J'espère un jour avoir le temps d'écrire un livre sur ces aventures-là, si vous voulez. C'est que, à la fois, c'est extrêmement rassurant sur un système qui peut très difficilement, et c'est heureux, faire l'objet de dérapages. Je suis dans un secteur où il y a eu beaucoup de dérapages, l'immobilier, ça brasse beaucoup d'argent. À l'envers, j'ai quand même souvenir de réunions avec des adhérents, des coopérateurs, des fins de réunion, là au moment où tout le temps on parlait, où on allait faire la fête. Parce que nous, en général, c'est une règle, à la fin de chaque réunion, il y a un mâchon. J'ai pas été à Lyon pendant 10 ans, sans oublier, ce qui diminue les tensions quand il y a eu des débats. Donc un peu de côte chalonnaise et du saucisson, ça calme en général ceux qui ont manqué de répartie, ceux qui n'ont pas pu donner totalement leur avis. Mais j'ai quand même des souvenirs émus de gens qui disent, écoutez, comment ça se fait que vous êtes si peu cher ? Et alors à ce moment-là, parce qu'ils avaient enfin parlé, parce que c'est toujours le premier qui parle, les autres disaient, bah oui aussi, je me rappelle un inspecteur des impôts qui dit, ouais, moi j'ai prévu d'acheter, mais au boulot ils m'ont dit, c'est pas possible, il y a une arnaque, tu vas te faire avoir, etc. Et c'est vrai que la SIC est un petit outil avec des petits, à l'époque c'était des tout petits capitaux, nous on a travaillé avec des capitaux de 8 000 à 9 000 euros, jusqu'à l'an dernier on était à 12 000 euros de capital. Bon, il y avait les réserves impartageables, bien sûr, mais elles ne sont pas dans le cabis, hein.
Elles apparaissent pas dans le cabis. Il y a toujours ce ridicule capital social, puisque nous, on n'a pas travaillé avec des tonnes et des tonnes de sociétaires. Et donc ça, c'était une difficulté. Voilà, donc c'était une difficulté. On a développé, mais ça nous a forcé à inventer des processus. Donc c'est vrai qu'on a développé une ingénierie financière, des outils techniques qui sont des choses qui sont propres au monde coopératif, qui par nature, la SIC est une contrainte, force à l'agilité. Le poète a dit tous les matins, cherche à te trouver de nouvelles difficultés, car à toute difficulté, ça t'obligera à trouver une nouvelle intelligence. L'histoire du Urban Coop, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, vous l'énoncez régulièrement. Ce qui fait la valeur ajoutée d'Urban Coop, c'est cette capacité à produire de l'innovation, de la recherche-développement dans des domaines, y compris d'ingénierie financière, pour permettre justement à ces personnes qui ne peuvent pas accéder à la propriété d'y accéder tout de même. Et cette ingénierie financière, aujourd'hui, vous la mettez vous-même au service de votre propre stratégie, puisque vous êtes un peu à la croisée des chemins avec... soit on arrive à se développer avec les moyens des moyens financiers qui vont permettre de faire ces 200 ou 250 logements qu'on attend de nous, en tous les cas, certains milieux de l'ESS suggèrent que vous puissiez développer, soit on accentue finalement notre multi-partenariat en allant vers d'autres opérateurs, y compris des opérateurs plus conventionnels. Et donc là, on est un petit peu dans... si vous voulez, je pense que comme tout acteur... Des perspectives ouvertes. Voilà, il ne faut pas avoir un seul plan, il faut toujours avoir un plan A, B ou C. Évidemment, tout le monde préfère le plan A, mais on en parlera. Donc on a levé des fonds, mais quand on a vu les conditions associées à la levée de fonds, on a dit non, on va rester pauvre mais libre. Non, on va pas rentrer là-dedans. Donc mais aussi comme vous pouvez développer tout de suite parce qu'on va en parler maintenant et puis comme ça on reviendra. Si vous voulez une coopérative, une SIC avec des salariés des collèges en général qui sont assez forts. Enfin, en tout cas nous, on a le max du pouvoir chez les salariés, 50% du collège. C'est une entreprise humaine et par nature, ce sont des gens qui, à un moment donné, comme le disait ma voisine d'Enercoop, il y a des décisions à prendre rapidement, il y a des enjeux, il y a de la concurrence, il y a des opportunités aussi. Et donc, c'est pas un système administré. Si avant de faire chaque chose, il faut réunir un comité de financeurs avec pouvoir de veto, d'investisseurs. On leur dit non, ça, sans nous. Donc, on dit, regardons, être conseillé, regarder des choses, pourquoi pas, mais d'ailleurs, à la fin, à certains, que je ne citerai pas par pudeur, bien entendu, on a dit, vous savez... on fait bien de refuser votre argent parce que vu comment vous voulez nous serrer la vis, en fait, notre force et notre richesse, c'est notre agilité intellectuelle face à des situations toujours très compliquées. Si vous nous faites faire ça, vous investissez à perte. Vous allez refabriquer un outil... Donc finalement, le critère pour choisir entre le plan A et le plan B, ça va être un critère de réactivité et de temporalité. Alors B, c'est vrai que les partenariats, c'était expliqué par la vie, c'est aussi une piste qu'on n'avait pas explorée. Et là, on s'est aperçu que beaucoup d'acteurs qui étaient un peu cousins, qui n'étaient pas exactement dans le SS, mais qui n'étaient pas très loin. Par exemple, les sociétés d'HLM. Moi, je ne les mets pas franchement dans le SS. Non. On ne va pas ouvrir le débat. Voilà, mais elles sont cousines. On a trouvé des partenariats où ça les intéressait de compléter leur offre. Même des promoteurs tout à fait, alors vraiment traditionnels, dont on s'est approché avec comme une grande cuillère quand même, nous ont dit, écoutez, il y a des choses sur le participatif, l'autoconstruction que vous avez développée, la participation, la customisation intégrale avec les habitants. Nous, on ne fait pas. Déjà, pour changer la place, un grand patron de Cogedim m'avait dit, pour changer la place de la prise télé dans un appartement, on ne sait pas faire. Donc, on ne va quand même pas aller sur des choses comme ça. Et par contre, nous savons que sur tel ou tel programme, la ville nous a demandé un applicatif différent. Si ça vous intéresse,
vous prenez cet immeuble, etc. Donc ça, bon, à partir du moment où, après analyser, on ne perdait pas notre âme, et puis d'ailleurs, nous n'avons pas de jugement de valeur ni moral vis-à-vis des collègues qui travaillent d'eux, si on arrive à conserver notre identité, notre projet, on le fait. Donc il y a des problèmes. Et puis alors, incroyable, nous avons découvert, alors parce qu'on n'était pas très communicants, on a fait un nouveau site internet, donc l'autre avait 15 ans, donc bon, on a fait, et on a vu arriver, c'est vrai que ces derniers temps, d'une manière tout à fait improbable, des gens nous approcher, alors ça je le dis à toutes les SIC, c'est quelque chose qui m'a choqué parce que moi j'ai l'esprit de lésine, on gratte sur tout, on vit de rien, et donc c'est vrai qu'on n'avait pas l'ouverture vers... il y a de l'argent partout. Alors là, je peux vous le dire, je suis sidéré, et ces gens manquent de projets. Or, nous, en tout cas, tout cela peut-être, sommes des entrepreneurs. Hein, on n'est pas des financiers, on ne manipule pas des fonds. On est dans la création de choses, de services. Nous essayons de chacun prendre un morceau du problème. Et puis on essaie d'appliquer une solution intelligente à ce problème. Une solution pas trop coûteuse, pas trop consommatrice. Et donc, ces gens qui viennent à vous, ils viennent pour proposer des projets ? Ah, tout à fait. Ils proposent de l'argent. Ils proposent de l'argent. Oui. Alors je pense que tu vas avoir un grand succès au moment des tables de rencontre, voilà. Là, au moment du cocktail. Merci, Christophe. Fanelli, Constance et Kevin, je vais vous demander à chacun un mot sur maintenant... quel changement d'échelle, ou pas d'ailleurs, puisqu'on a dit que ce n'était pas forcément une fin en soi le changement d'échelle, mais quel changement d'échelle pour les années à venir, à 3 ans, 5 ans ou 10 ans, selon ce que vous savez ou ce que vous pouvez communiquer avec nous, et surtout parce que c'est un élément qui devient de plus en plus pressant, prégnant et important. Quelle va être votre façon de mesurer l'impact de ce que vous produisez en termes de bénéfices, que ce soit un bénéfice social, environnemental ou de toute nature, en dehors bien sûr des bénéfices économiques. Fanelli. Alors je vais peut-être commencer par la deuxième partie sur l'évaluation de l'impact. Ou si vous voulez, comme vous voulez. Pour vous dire que c'est quelque chose sur lequel on travaille, on a beaucoup questionné ces dernières semaines et ces derniers mois notre méthodologie là-dessus, autour de ces questions de mesure de l'impact. On développe une réflexion aujourd'hui autour de ce qu'on appelle, je crois que c'est la théorie de la conduite du changement sur la mesure d'impact. Donc on regarde un peu quel est le contexte, quelles sont les ressources qu'on a en face, et puis quelles sont à chaque fois les activités, le réaliser, puis les indicateurs voilà, pour mesurer ça. Pour vous donner quelques exemples de ce que ça peut donner, ce que nous on va regarder, c'est typiquement notre impact sur l'évolution du mix énergétique. Donc ça va être suivre bêtement entre guillemets notre nombre de clients et leur consommation. Ça va être aussi, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un des piliers évidemment de notre projet, c'est le scénario négawatt qui s'appuie notamment sur un pilier très important qui est la maîtrise de la consommation, donc la sobriété énergétique. Et donc on a développé chez Enercop des services de maîtrise de l'énergie. Et donc on va aussi mesurer combien de nos clients et sociétaires sont concernés et quels sont ici les impacts concrets en termes d'économie d'énergie. On va regarder l'impact environnemental autour de la mesure des tonnes de CO2 évitées, donc des choses comme ça. Et puis on va aussi regarder évidemment l'impact territorial, je le disais tout à l'heure, donc le nombre d'emplois créés sur les territoires, et puis l'impact aussi en termes d'animation des parties prenantes, donc autour de notre nombre de sociétaires, et puis la manière dont on fait vivre encore une fois démocratiquement ce sociétariat. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on travaille. Dire aussi peut-être 2 choses supplémentaires là-dessus. Le premier, c'est que c'est très important pour nous que ces indicateurs et ce travail-là, ils soient co-construits. Ils soient co-construits avec les différents métiers de la coopérative et avec ses différentes parties prenantes. C'est important dans le choix des indicateurs. Et puis, c'est aussi de dire qu'on considère que ces questions de mesure d'impact, elles se posent aussi dans un débat un peu plus large, qui est aussi un débat de société un peu plus global, sur la question des indicateurs de richesse, parce que voilà, il y a aussi des choses qui sont plus ou moins quantifiables, et notamment, pour reprendre un peu ce que disent des gens comme Patrick Vivray sur la question, le fait de savoir, il faut qu'on puisse compter aussi ce qui compte. Or, c'est des choses qui ne rentrent pas toujours dans les cases, et notamment dans les cases des
des normes comptables dans notre pays. Par exemple, la plus-value du bénévolat, par exemple, la plus-value de tout ce qu'on peut créer en termes de liens sociaux, etc. Donc voilà, c'est aussi pour dire qu'en termes de projet, c'est des réflexions qui nous intéressent et que je pense que c'est toujours important de redire que ces questions de mesure d'impact, il faut aussi pouvoir les projeter de manière un peu plus globale autour de cette question de qu'est-ce qu'on veut vraiment compter et comment. Voilà. Et la loi de 2014 incite fortement à ce que cette comptabilité de ce qui n'est pas toujours mesurable apparaisse dans les rapports de gestion des... Oui, même si on reste quand même bloqué sur les normes comptables, mais qui sont aussi des normes internationales, sur des choses qui contraignent quand même la façon dont on peut rendre compte d'un certain nombre de choses dans son activité. Mais bon, c'est un débat qui dépasse un peu ce que je dis là. Alors pour l'avenir, sur l'avenir, l'avenir, je le disais tout à l'heure, donc c'est continuer à progresser. Nous, on a un objectif d'atteindre 150 000 clients à horizon 2020, et donc ça veut dire continuer ce travail de notoriété. Ça veut dire aussi, par exemple, que toutes les personnes qui sont ici et qui n'ont pas encore changé de fournisseur d'électricité peuvent dès ce soir aller sur enercup.fr et regarder. Ça se fait extrêmement rapidement. Et voilà, ça permet de contribuer à cette transition énergétique citoyenne de manière très concrète. Il n'y a pas une appli qu'on peut faire en 5 minutes pour changer de... Alors, il n'y a pas une appli, mais par contre, ça se fait, allez, peut-être pas en 5 minutes, mais en 10 sur le site internet. Voilà, je le dis sous forme de boutade, mais c'est aussi très sérieux parce que c'est typiquement le genre de choses où très souvent on dit, on va le faire, mais oui, peut-être un jour, et au final, on ne le fait pas. C'est valable pour les personnes physiques, comme c'est aussi valable pour les personnes morales, d'ailleurs, et les entreprises. Et donc, ça me fait aussi dire que tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des partenariats, de s'appuyer sur le développement de nos partenariats, notamment dans l'écosystème ESS, autour des valeurs que nous partageons, est quelque chose qui est très important pour la suite de notre développement. Il y a aussi un enjeu d'ancrage territorial. Donc, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, Enercup, c'est 9 coopératives locales. On a l'ambition et l'objectif dans les prochains mois de créer Enercup Pays de la Loire, qui sera donc la 10e coopérative locale. Donc, pour continuer ce travail d'essaimage et de lien avec le territoire. On a des objectifs aussi, je vais les citer parce que ça fait un peu le lien avec les questions de financement en termes d'évolution aussi peut-être de la législation. Alors, je pense à ce que je disais tout à l'heure sur la question des offres vertes et de la transparence des offres vertes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on souhaiterait que les obligations d'information des fournisseurs soient beaucoup plus importantes pour qu'on puisse différencier ce qui relève des vraies offres d'électricité renouvelable de ce qui relève des offres, encore une fois, achetées sur le marché à travers des certificats. Et puis aussi sur la question des financements, parce que certes, on a la chance d'avoir un nombre conséquent de sociétaires, mais on est par exemple freiné. Alors, ce n'est pas des choses qui sont liées qu'au statut de SIC, c'est plus lié, là, pour le coup, au statut ESUS, mais le fait qu'au bout de 5 ans d'existence, on ne puisse plus bénéficier de l'exonération d'impôt sur l'investissement dans les parts sociales est quelque chose qu'on trouve illogique et injustifié sur le fond et qui freine aujourd'hui clairement le développement et le renforcement du capital social. Donc voilà, ça fait aussi partie dans les perspectives des choses sur lesquelles on souhaiterait pouvoir avancer. Et puis enfin, je pense que ça c'est valable pour tout le monde, c'est comment est-ce qu'on fait pour à la fois être en capacité de gérer et répondre aux urgences du quotidien et en même temps toujours garder cette vision vers l'avenir, cette capacité à se projeter, cette capacité à imaginer l'avenir et donc toutes les réflexions autour de l'innovation, de ce qu'on pourra inventer et créer demain autour par exemple des nouveaux services énergétiques, autour de ce que je disais sur la maîtrise de l'énergie, autour de on a une réflexion à moyen long terme sur la question de par exemple avoir une offre de développement du biogaz. On a des réflexions autour des questions d'autoconsommation. Donc voilà, toujours marcher sur ces deux jambes de la gestion du court terme et puis la capacité de se projeter dans le monde et de réfléchir au temps d'après. C'est pas toujours simple, mais je crois que c'est important de pouvoir marcher sur ces deux jambes-là. Merci. Donc, on a bien compris, pour changer d'échelle, profiter de chaque tribune pour trouver de nouveaux clients. Donc, tous ce soir. Voilà. Merci, Vanélie. Alors, Constance, j'ai cru comprendre que c'était un peu plus compliqué de se développer. Voilà, en plus, vous êtes dans 90 centres urbains, cities, aujourd'hui. C'était un peu plus compliqué de se développer en dehors des centres-villes, dans des quartiers plus
plus excentrés, et alors en milieu rural, ça devient vraiment très difficile de vendre l'idée de ne pas avoir de voiture individuelle. Du coup, c'est quoi vos projets de développement ou de changement d'échelle pour les prochaines années, si vous en avez? On en a bien sûr, on les a peut-être moins chiffrés, ils sont un peu sur trois niveaux. Il y en a un premier qui est d'accompagner aussi le développement des structures actuelles et leur consolidation. On a un modèle économique assez éprouvé du coup par rapport aux premières cycles qui se sont installés, et une croissance naturelle en fait de nos usagers, de nos utilisateurs, y compris dans les centres urbains où on est déjà présent et où il y a encore largement de la marge de manœuvre pour développer l'autopartage. Pour le coup, sur les villes de Lyon, de Marseille, de Grenoble, de Bordeaux, on peut encore avoir pas mal d'adhérents qui nous rejoindront. Il y a le développement également dans d'autres villes de taille moyenne qui est à faire en lien avec les collectivités. Ça nous ramène au statistique aussi et son intérêt. Taille moyenne, c'est autour de... Après, on va être sur du 50 000, 100 000 habitants. Oui, 100 000 plutôt, et d'essayer d'être... Voilà, on vise d'être présent dans toutes les agglos de plus de 300 000 habitants. Donc la ville-centre peut en faire moins, mais agglos de 300 000. Et de renforcer aussi la tête de réseau, du coup, pour fournir le service à hauteur et de qualité sur tout ça. Donc on a regardé évidemment les questions de financement aussi, avec les financeurs de l'ESS. On a croisé les mêmes difficultés de questions sur la gouvernance. On a eu les mêmes refus de certaines propositions. Il y a un moment, on a bien failli leur dire la même chose en disant que finalement, ça n'allait pas pouvoir se faire à ces conditions-là, qui ont pu être assouplies en partie. Donc là, effectivement, il y a un financement via la tête de réseau qui vise à la fois le renforcement du coup de la partie technique, parce que mine de rien, pour le coup, notre activité a besoin de capital aussi, c'est d'acheter des voitures, du matériel embarqué, du numérique. Et une partie de financement pour développer des nouvelles structures locales. Donc plutôt dans une idée de modèle SIC. Parfois les collectivités qui ne maîtrisent pas forcément le modèle nous disent plutôt délégation de services publics ou autre. Alors voilà, on va voir comment on pourra argumenter sur le modèle dont on pense qu'il est pour le coup plus pertinent en partenariat, en relation avec la collectivité. La SIC permet d'associer aussi, ils sont présents en général les opérateurs de transport en public, de transport public des villes où nous sommes, parce que l'articulation entre les deux est évidemment importante. L'autopartage, ça marche là où il y a des transports en commun qui marchent bien. Donc on a besoin un peu comme Urban Coop sur l'habitat, on a besoin d'un dialogue rapproché avec les opérateurs de mobilité autres aussi sur nos territoires. Et voilà, donc sur le changement d'échelle, implanter de nouvelles structures, renforcer la tête de réseau et continuer à accompagner le développement des structures locales qui ont une croissance naturelle qui est réelle. Sachant qu'en termes d'impact et de changement d'échelle d'impact, il y a des choses qui peuvent sembler évidentes quand on a moins d'auto, c'est l'amélioration des bilans carbone, mais il y a aussi des gains qui sont assez inattendus dans vos mesures d'impact. Le fait que finalement, quand on n'a pas une auto à soi, on va être plus souvent en train de marcher, donc il y a un bénéfice santé. Mais il y a aussi un bénéfice, alors ça j'ai trouvé que c'était un indice quand même assez original, économie ménagère, gain de temps, parce que finalement, quand on n'a pas emmené sa voiture au garage, à l'emmener pour l'entretien, à la réparer, etc., finalement, c'est du temps qu'on récupère pour sa vie, et ça s'appelle une économie ménagère. Oui, alors c'est vrai que dans les mesures d'impact, il y a des impacts qui ont été mesurés de façon très chiffrée par les cabinets indépendants. Une voiture en autopartage remplace 10 voitures individuelles. Donc ça aussi dans l'argumentaire avec les collectivités, que si vous accolez le fait que votre voiture en remplace 10 et vous mettez le mot stationnement à côté, alors là, vous avez plein d'amis dans les élus. Donc ça, et au service technique. C'est vraiment un argument assez fort. On a aussi un vrai changement des usages de mobilité. Les personnes qui avant disent ok, j'ai plus de voiture, je vais me mettre à l'autopartage. Model Cities réduisent finalement le nombre de kilomètres qu'elles parcourent en voiture d'à peu près 35 à 40%. Parce qu'elles vont faire différemment, parce qu'elles vont marcher, parce qu'elles vont pédaler, parce qu'elles vont prendre les transports en commun, covoiturés ou autres. Donc on a un impact carbone. Et puis, faut pas se leurrer, la motivation des personnes pour changer de système, elle est aussi
très économique. C'est qu'une voiture qui roule peu, ça coûte cher, surtout si on doit lui payer du stationnement, si elle commence à vieillir en termes d'entretien, contrôle, etc. Et finalement, la facilité d'usage du modèle Cities, je ne veux pas le décrire là, il est un peu tard, mais en gros, vous trouvez une voiture près de chez vous très facilement avec des places de stationnement garanties, sécurisées, et le type de voiture que vous voulez, de la plus petite à l'utilitaire, ou voire aux 9 places. Du coup, finalement, vous avez un usage de véhicule qui est bien plus pertinent par rapport à vos besoins que votre voiture qui est toujours la même. Et alors ça, on ne le sait pas avant, donc c'est vrai qu'il faut convaincre les gens de franchir le pas. Une fois qu'ils ont franchi le pas, il y a un vrai sentiment d'un service bien plus pertinent que sa propre voiture. Alors même qu'on se dit, oh là là, ça va être la catastrophe si j'en ai plus. C'est pas ce qui se... Alors ça se mesure pas en termes chiffrés, mais c'est vraiment... ça se constate en tout cas pour l'ensemble de nos... Mais la VIS va certainement trouver un intitulé de critères pour le faire entrer dans les grilles de mesure. Merci. Voilà, donc oui, changement d'échelle. Merci beaucoup, Constance. Et on attendra les résultats donc, de cet appel d'offres qui se déroule à La Rochelle. Kevin, on va conclure avec vous en revenant sur Lyon et autour de Grappe. Qu'est-ce qui se profile aujourd'hui? Comment vous voyez les choses dans les années à venir? Et là aussi, comment vous mesurez votre impact? Alors du coup en termes de changement d'échelle, donc oui, nous on y est candidat. Effectivement, la croissance n'est pas une fin en soi, mais en termes de transition alimentaire, écologique au sens large, les défis sont immenses. Et notre avis à nous, c'est que si on laisse ce sujet à la grande distribution, on est quand même mal barré, puisque comme ils font plutôt partie du problème que de la solution de notre point de vue, il vaut mieux que ce soit nous qui nous y collions que eux. Donc du coup, le changement d'échelle, on envisage de deux manières différentes. La première, c'est à l'intérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est notre région d'origine, puisque aujourd'hui, du coup, on est 110, donc peut-être bientôt 200, que du coup, on arrive à un stade où bientôt tout le monde ne connaîtra plus le prénom de tout le monde, et ça va poser des questions en termes de sentiment d'appartenance et de cohésion. Donc ce qu'on envisage plutôt à l'intérieur de notre région, c'est d'aller vers un processus plutôt de décentralisation, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont centralisées à Lyon, et d'aller vers une autonomisation progressive des territoires sur lesquels on est implanté. Et du coup, donc, on a commencé ça avec un partenariat qu'on a créé avec une coopérative qui est également sous statut SIC, qui s'appelle la Carline, qui est à Die, et où du coup, en fait, on développe avec eux une sorte d'établissement local, entre guillemets, de Grappe, dans la vallée de la Drôme, et qui est porté par la Carline. Donc en fait, aujourd'hui, les activités drômoises de Grappe sont accompagnées par une personne qui n'est pas salariée de Grappe, mais qui est en fait le directeur de la Carline. Et depuis une semaine, la Carline a débauché une comptable qui travaillait donc jusqu'ici à Grappe, à Lyon, ce qui du coup a un autre cap passé, parce que là, du coup, on va vraiment avoir un bureau Grappe dans la vallée de la Drôme avec un binôme accompagnateur comptable qui préfigure un peu ce qu'on essaye de faire en termes d'autonomisation des territoires. Et puis du coup, on est aussi candidat au changement d'échelle à l'extérieur de nos frontières régionales. Donc on a suivi le programme PINS avec le soutien de la VIS et de la Fondation Massif. Donc on a déjà bien appris la leçon qui vous a été montrée tout à l'heure sur le changement d'échelle. Et donc du coup, alors, comme prévu, comme indiqué par la VIS, ça prend du temps, puisque donc on a suivi ce programme en 2016-2017. Aujourd'hui, il n'y a pas d'essaimage encore en cours à l'extérieur de Rhône-Alpes. Mais voilà, on prend des contacts, on discute avec un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, avant de venir, j'étais en rendez-vous avec des épiceries parisiennes pour discuter entre autres de ça. On a des contacts intéressants aussi en PACA. Et donc, on espère bien pouvoir réaliser au moins un essaimage de Grappe, et si ce n'est plus, pour démultiplier l'impact. On a mis en place une grosse machine de guerre en termes de montage informatique, comptable, juridique, et on espère bien pouvoir en faire bénéficier à d'autres. Et sur la question de l'évaluation de l'impact, donc jusqu'à assez peu de temps, c'était une question qu'on traitait essentiellement par le mépris, considérant, pour parodier une publicité connue, que c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Mais bon, du coup, Christophe Itier était hier à Lyon. Du coup, j'ai bien compris que maintenant, si vous voulez être dans le coup, il fallait surtout faire beaucoup d'évaluation de l'impact. Ça, c'est très, 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 très important.
Donc du coup, on va s'y mettre un peu. Plus sérieusement, donc nous du coup en fait on a déjà un canevas pour finalement évaluer notre impact, c'est qu'on a un cahier des charges d'appartenance à Grappe avec des critères qui sont des critères sur le pourcentage de bio, le pourcentage de circuits courts, le pourcentage de produits vendus en vrac, du coup qui renvoie à des notions de réduction des déchets, sur l'échelle des salaires. Donc ça c'est autant de choses en fait qu'on suit pour des raisons internes qui sont de vérifier que les membres de Grappe respectent bien le cahier des charges et qui sont du coup aussi des éléments sur lesquels on peut communiquer. On a aussi évidemment nous, un gros sujet création d'emplois, donc on est sur un secteur d'activité qui est un secteur qui embauche beaucoup, donc du coup on est aussi une structure qui a vocation à pouvoir créer pas mal d'emplois. Donc comme le disait Barbara, aujourd'hui il y a 90 salariés au sein de Grappe, donc évidemment c'est une chose qu'on suit et qu'on valorise. En particulier, du coup, on est en capacité de créer des emplois en milieu rural, de créer des entreprises en milieu rural, ce qui n'est pas forcément facile. Et donc, du coup, ça permet aussi à des gens de travailler au pays, comme on dit. Et du coup, on commence à essayer de suivre des nouvelles choses. Donc, du coup, on suit aussi maintenant, depuis peu, le taux de participation des membres de Grappe à nos assemblées générales et nos séminaires, pour du coup aussi vérifier un peu que l'adhésion et que la participation coopérative se maintient. On a aussi commencé à mesurer la répartition de la prise de parole entre hommes et femmes dans le séminaire. Les résultats ont été assez cuisants, je dois dire. Aujourd'hui, on est pas mal. Hein. Du coup, il y a 3 femmes à la tribune sur 5. On s'en sort bien. Il y a 2 hommes à la tribune. Ouais. Donc voilà, du coup, en fait, on se gargarisait pas mal du fait qu'il y a 2 tiers de femmes dans Grappe, du coup, ce qui, par rapport à une stat nationale de créatrices d'activité, est beaucoup. Par contre, sur la prise de parole, c'est plutôt 2 tiers de prise de parole masculine, si on pondère après par rapport au nombre de présents. Donc ça nous a montré que nous avons quand même un petit peu de chemin à faire de ce côté-là. Et voilà, on s'est mis aussi à suivre une autre chose qui est intéressante aussi. Donc nous, on travaille sur un logiciel de gestion qui est un logiciel open source, un ERP qui s'appelle Odoo, qui est d'origine belge et du coup qui s'inscrit aussi dans une philosophie plus générale où nous on essaye d'être open source sur un peu tout ce qu'on fait, en particulier l'informatique, mais pas que. Et du coup, on s'est mis à suivre aussi un indicateur qui est le nombre de téléchargements des modules Odoo, donc qu'on a créé et qu'on a mis à disposition de la communauté, une grosse communauté francophone de développeurs sur ce logiciel. Donc pour nous, l'informatique, c'est un poste d'investissement très lourd. On dépense à peu près 100 000 € par an en informatique. Et du coup, finalement, on était content. On n'avait jamais regardé ça. On était content de voir qu'il y a des modules qu'on avait développés qui étaient téléchargés 2000 fois, ce qui pour des logiciels à vocation professionnelle est quand même pas rien. Donc voilà, du coup, on est en train de s'organiser, de se poser des questions sur ces sujets d'évaluation d'impact. Il reste encore du travail. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. On peut les applaudir d'ailleurs.